Kilo Foxtrot, ouvrez le bal. C'est parti. Bonjour à tous ceux et celles qui nous rejoignent sur 95.2, la radio ici maintenant par Île-de-France, ici maintenant.com pour nous écouter, nous regarder via Internet. La revue de presse internationale avec Pierre Jovanovic. Je vous rappelle que vous pouvez suivre cette revue de presse en allant directement sur le blog de Pierre Jovanovic, quotidien.com dans la barre d'adresse, pour retrouver tous les articles, les liens, les vérifier, les valider ou pas. En tout cas, c'est tout un travail puisque Pierre déjà écume énormément toute la presse internationale. Et puis de vous faire votre esprit critique, d'exercer du moins votre esprit critique. Pierre Jovanovic, bonjour. Bonjour Laurent Fent. Très heureux de t'accueillir à nouveau, Pierre. Bonjour. Bon alors, je ne sais pas dans quelle mesure, il faut que tu fasses attention à tes propos tenus à cette antenne, parce qu'il suffit que tu énumères une idée complètement folle pour qu'elle arrive une semaine, 2 semaines après. Ou quelques mois plus Ou tard. quelques mois plus tard. Et l'exemple avec... On a plusieurs exemples cette semaine. Hein. Sur le Je m'entends tarmac pas à bien. Bruxelles. J'ai toujours. Alors, mais remonte le son c'est côté fait. jaune. Je ne sais pas si les auditeurs m'entendent. Ah bah oui, tu t'entends, moi je t'entends bien. D'accord. Donc le tarmac à Bruxelles, un avion qui se voit dépossédé de sa cargaison. Donc ça c'est un premier ça plan. s'est passé, oui. Donc parce que j'avais déliré là-dessus il y a 15 jours, exactement, et ça s'est Exactement. passé une semaine après, je crois, ou quelques jours Oui, plus tard. quelques jours après, ouais, tout simplement. C'est assez étonnant, ouais, en effet. Bon, si avec celui-là à la rigueur. Bon. S'il y avait que celui-là, mais il y en a un autre, il y a BFM. Parce qu'on a bien déliré la semaine dernière là-dessus, en disant que là, le gouvernement est en train de passer par des portes secrètes, par des caves, des parkings, pour amener des budgets d'associations diverses et variées. Par exemple, l'association des metteurs en conserve, donc c'est la promotion de la boîte de conserve, ça ne s'invente pas quand même, il faut aller le chercher celui-là déjà. Et j'ai dit en plaisantant il y a 15 jours ici avec toi que il manquerait plus qu'ils nous fassent un grand truc, tu sais, pour les pompes funèbres, les pompes funèbres, pour qu'on réserve tout de suite nos cercueils, tu vois. Tant qu'à faire, bah oui, comme ça fait, voilà. Et je me suis dit ils l'ont fait. Ils l'ont fait une semaine plus tard. Je ne sais pas si tu vois la dépêche. Ah bah si, tiens, elle est là. Voilà, donc voilà ce que j'avais dit. Bientôt un spot pour l'Association nationale des croque-morts, pour nous encourager à réserver un cercueil en carton. Parce qu'on avait parlé ici des effets de la crise même sur les croque-morts, puisqu'ils sont amenés à fabriquer maintenant des cercueils en carton, pour pas cher, genre 200 ou 300 euros, tu vois. Donc c'est cher le carton. C'est fait cher le carton, voilà. Bon, eh bien, vous n'allez pas le croire, une série de spots de publicité pour les pompes funèbres a fait son apparition sur les écrans de BFM. Ça sent le sapin, je vous le dis. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Ou la fin, comme on dit. Bon, vous me direz, c'est aussi une forme de boîte. Donc ça suit la logique de la conserve. Oui, tout à fait. Ouais. Une plus grande boîte. Non mais c'est vraiment ça, c'est fini. Des boîtes dans les boîtes. Les boîtes dans les boîtes, donc à moins qu'ils ne soient sauvés par une pub de l'État français pour nous expliquer pourquoi on doit tous manger des lentilles ou des carottes. Des carottes râpées. Je pense que BFM va bientôt lui aussi licencier du monde. Bah oui, parce que je me demande bien comment BFM Echo, chaîne que personne ne regarde sauf quand Delamarche passe, continue à fonctionner. C'est un mystère total. Je rappelle que Bloomberg France, ils avaient fermé. Je pense qu'il y avait une autre chaîne aussi qui avait fermé, européenne. Donc voilà, il n'y a plus de pub. Moi, je regarde de temps en temps CNBC Europe, et il n'y a quasiment plus de publicité. C'est fini, c'est terminé. Donc, et on l'a vu avec notre liste de licenciements massifs, que les médias, la bête média est massacrée en ce moment, on va y revenir. Non, mais c'est incroyable. Ouais. D'ailleurs, attends, je me suis bien marré cette semaine quand même, parce qu'il y a la rédaction de Mieux vivre votre argent qui licencie, tu vois. C'est d'être le copain de Toiti, tu vois. Le CAC 40 à 4500 points en décembre 2011, tu vois. Tadam. Ils en sont là. Ils en sont là, tu vois. L'expansion, là. Tous les journaux financiers, là, c'est fini. Non, mais attends, ils ont pris leurs lecteurs pour des crétins. Ils leur expliquaient que la crise n'allait pas durer, nanana, etc. Ils ont tous écouté les Toiti, les Minc, et ben voilà. Attends, l'Express va licencier, tout le groupe qui possède l'Express. Tous ces gens-là, ils vont, tout ça, ça va voler, voilà. Et on va revenir à ça, parce qu'il y a quand même des choses. On a vu des choses cette semaine
Il y a bah, par exemple la France au bord de la crise de nerfs, hein, je ne sais pas si tu avais vu ça, c'était le papier ouais. du 18 février. Alors, l'immolation en série, d'ailleurs, qu'on retrouve dans le zapping, le Là, florilège. Ouais. on en a parlé ici tous les deux, je m'en souviens, parce que j'ai dit, ça fait quoi, un an à peu près, il y a un an et demi, hein, quand on a commencé à voir les premières immolations dans les CAF, tu te souviens? C'est dans les caisses d'allocation familiale que des gens s'immolaient. Hein, et on en a parlé ici, j'ai À toujours l'époque. dit que c'était... Voilà, j'ai Ça toujours dit remontait que aussi loin, 1 an et demi déjà? bah ouais. J'ai toujours dit que c'était les premiers signes annonciateurs, si tu veux, que les gens qui faisaient ça, en fait, avertissaient de manière Symboliquement, inconsciente, bah oui. voilà, c'est qu'il y a le feu, qu'il y a une alerte, et donc qu'il y a le feu dans le pays. Et ben là on a commencé à voir des choses plus graves, hein, si tu veux lire le... La France au bord de la crise de nerfs avec immolation en série plus RSI. Ce n'est pas la première fois qu'on en parle et tu avais donné ici maintes avertissements à la radio sur le fait que ces pauvres gens qui s'immolent dans la CAF en 2011 et 2012 étaient les signes irrévocables des prochaines émeutes sociales. Et voilà, en l'espace d'une semaine, ce furent 3 personnes qui se sont immolées, 2 devant des Pôle emploi et 1 devant sa boutique. Dans presque tous les cas, c'est la décision de la CAF et de Pôle emploi, Nantes et Saint-Ouen, de leur supprimer les allocs, les mettant de facto dans une position si désespérée que seul le suicide s'imposait. Hélas, la sauvagerie des licenciements actuels va amener encore bien d'autres personnes vers cette solution. C'est triste. Mais quand vous n'avez pas de solution, quand tout vous semble fermé, irrécupérable, rappelez-vous, en Grèce, le taux de suicide le plus bas d'Europe a fait un bond radical à partir de 2010 quand les gens ont constaté que la situation empirait de mois en mois. Aujourd'hui, Pôle emploi, la CAF et le RSI sont devenus 3 machines à tuer malgré eux. Ils sont les derniers remparts qui eux-mêmes donnent des signes de craquement avancés par la fatigue nerveuse du personnel, victimes d'insultes, de crachats, d'agressions. En fait, la seule chose qu'on pourrait regretter, c'est que ce ne soient pas les gens du RSI qui se soient immolés. Ah oui, ah, franchement ça m'aurait fait rire ça. Ouais, enfin, un mort reste un mort, malheureusement. Là, au moins, cela n'aurait pas brisé le cœur des Français, quoique, et aurait expliqué pourquoi ils ne répondent jamais au téléphone. PS, notre lecteur Philippe témoigne, je cite, « Je viens de recevoir un gentil courrier du RSI, vous savez, la Sécu des indépendants. Eh bien, depuis le 1er janvier 2013, les auto-entrepreneurs voient leur cotisation passer de 20,6 à 24,6. Déjà que nous ne gagnons pas beaucoup pour environ 80% d'entre nous, mais avec ça, vous imaginez pas comment on va souffrir. » Post-scriptum numéro 2. Notre lecteur Jean-Michel ajoute, je cite, « Selon une déclaration de la ministre de la Santé, Marisol Touraine, le suicide indique l'état de notre société. 30 personnes décèdent chaque jour. Il y a une tentative toutes les secondes. » Fin de citation. Le taux de suicide en France demeure, après la Belgique, le plus élevé en Europe. Le taux de décès par suicide en France, 14,7 pour 100 000 habitants en 2010, demeure au-dessus de la moyenne européenne, 10,2 pour 100 000 habitants. En Grèce, en 2009, ce taux est de 3,5 pour 100 000 personnes. Lire ici Atlantico notamment. Oui, alors bon, nous en avons parlé, on avait donné notamment le chiffre de la SNCF qui avait constaté, elle, une hausse massive des suicides sur les rails, hein, qui était de 30%. Hein, donc je pense que là, Madame Marisol est... comme d'habitude en dessous de la vérité, mais bon, on est habitué à des chiffres faux, que ce soit l'Agence nationale de l'emploi, enfin le chômage des Français, hein, l'indice des prix, hein, le suicide des Français, hein, tout C'est est pas important. c'est pas important, Faut- et puis surtout bidouiller les chiffres parce que ça fait mauvais effet, surtout les suicides, hein, c'est le truc le Petite, plus embarrassant. bah justement, d'autant On se plus souvient- embarrassant que, excuse-moi, Ouais, je vais vas-y. juste finir ma parenthèse, il y a plus de morts par suicide en France qu'il y en a sur les routes. Oui, mais alors là, attends, des radars, t'en as partout, hein, mais c'est Ouais, parce que l'accident de la route, ça la fait rentrer de sécurité l'argent. routière, bah oui, Le bien problème, sûr. c'est que là, les gens, déjà, tu les imposes, tu les taxes autant que tu veux, et puis là, ceux qui n'ont plus rien, qui sortent que le Pôle emploi détruit, que le RSI détruit, que la CAF, enfin bon, ils y sont pour rien, la CAF, hein, Bah non, on est bien d'accord. Les administrations, Mais le RSI, en revanche, moi j'ai une dent contre eux, même plusieurs. Et je ne suis pas le seul, hein, parce que là, c'est vraiment les grands spécialistes, c'est une bande d'enfoirés de première. Hein, ils t'envoient, ils te bombardent de lettres recommandées de toutes sortes. Hein, tu les appelles, ça répond même pas. Exactement. C'est absolument scandaleux Ouais. ce qu'ils font. Ouais. La plupart de temps, c'est même pas justifié. Hein, je crois que c'est une fois sur deux, voire 2 fois sur 3, hein, même. C'est du n'importe quoi. Mais c'est vraiment pour pomper l'argent des Français au maximum, quoi. C'est vraiment le pompage. C'est les Shadocks, tu vois. Ouais, les Hein, vampires. mais ça, c'est les vampires. C'est vraiment, on est rentré dans une société de vampirisation. D'ailleurs, quelqu'un me disait
C'est Marie-Hélène qui me disait ça l'autre jour. Elle me disait depuis quelque temps, je ne reçois plus que j'ai que des lettres recommandées, des sommations de payer, des signaux que j'étais en retard, c'est 10% de plus. Hein, tu vois, c'est quelqu'un qui gagne très bien sa vie, mais elle se rend compte, elle aussi, si tu veux, que là, depuis quelque temps, les impôts sont en train littéralement de l'étouffer. Et là, ça rejoint le dernier numéro de Marianne, hein, qui, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est une alerte pour moi très grave pour François Hollande et son équipe de naze. Ils ont expliqué dans le dernier numéro que la France moyenne était détruite. Bon, alors, attends, ça leur a pris 5 ans pour le découvrir. Hein. Et à mon avis, ils l'ont découvert uniquement parce qu'ils ont vu leur vente au numéro baisser. Voilà. Ça, hein, parce que là, ils commencent à avoir peur aussi. Ouais, je pense. Voilà, l'Express licencie. Donc la presse est Papier, effectivement affectée par définition. Hein, télévisuel. Exactement. Et là, donc là, ils se révoltent. C'est très bien de taper sur Sarkozy pendant 5 ans. Hein, ils ont fait des records de vente, etc. Mais comme c'est un journal de gauche, hein, gauche asperge, pour le coup, hein, pour Marianne, hein, c'est vraiment ça. Hein, là, ils se prennent le retour de bâton. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte qu'il faut qu'ils tapent sur Hollande. Hein, il faut vraiment qu'ils constatent la réalité pour que les Français daignent acheter leur numéro. Hein, parce que je rappelle quand même que c'est la volonté d'un Français d'aller chez un marchand de journaux et d'acheter le journal qui fait que. Hein, voilà. Oui. C'est quand même important. Donc ça, ils ont oublié, les mecs, hein, les journaleux là, de Marianne, qui se la pètent, hein, je te raconte pas. Hein. Ah, beaucoup plus que les gens du Nouvel Obs. Ouais. D'accord. Ah ouais. Il y a de tout partout. En tout cas, par rapport justement à ces immolations, là aussi dans le florilège du zapping de Canal+, on a entendu tous parler de cette mère qui s'est immolée avec ses 3 enfants dans une banque espagnole. Ouais. Donc là aussi, hein, et ce qui est intéressant dans les différents passages du zapping de Canal+, concernant l'Espagne, mais c'est la catastrophe. Alors attends, ce qu'elle a dit exactement, c'est bande de salauds, vous m'avez tout pris. Hein, c'est là où elle a mis le feu. Ouais. Hein, ces bandes elle les a copieusement insultés. Hein, je vous épargne les noms d'oiseaux. Voilà. Et donc ça s'est passé dans la Caixa à Almassora, c'est en Castille, dans la ville de Almassora, pardon. Donc c'est clair, et c'est pas le premier cas d'immolation en Espagne, hein, donc ça également en Italie, je le signale. Le nombre de, je me souviens qu'ici, il y a 3 ans à peu près, j'avais donné une information que le taux de suicide en Italie avait fait un bond, et que les chefs d'entreprise, les patrons de PME se suicidaient les uns après les autres. Et il y avait même une association de veuves de patrons de PME qui essaie d'alerter l'opinion publique, la presse, en disant que là il y a quelque chose qui va plus, que les banques sont littéralement en train de couper le crédit à toutes les PME, que les mecs se retrouvent du jour au lendemain sans, ils peuvent plus faire tourner leur trésorerie, et donc c'est licenciements les uns après les autres, ils ne peuvent plus payer les fournisseurs. Enfin bon, j'en passe, c'est des meilleurs. Hein. Puisque en Italie aussi, tu as eu les grands spécialistes médias, hein, qui ont dit que la crise c'était une crise honnête. Hein. C'est pas qu'en France. Hein. Le mensonge des médias était unanime, je le rappelle. Unanime, hein. Je le rappelle, on est très peu nombreux en Europe. Hein, il y avait Max Kaiser notamment, hein, on était les premiers invités ici. Hein, c'est quand même, il faut le souligner. Hein, je suis étonné par en Grèce. En Grèce, on a des images d'un monsieur qui s'était immolé devant pendant une grève, je crois. C'était pas la place Syntagma, non Ouais, à côté, c'est quelque chose comme ça. Mais c'est quand même assez impressionnant. Donc voilà, on y est. Maintenant, Goldman Sachs attaque la France. Enfin, pas Goldman Sachs. Goldman Sachs et ses amis. Tu vois, c'est pas Bugs Bunny et ses amis. Tu vois, c'est Goldman Sachs et ses amis. Ils attaquent la France, soi-disant, on nous fait miroiter que on va peut-être nous redonner le triplé à la France, mais on les emmerde. Pardon d'être vulgaire, mais on s'en fout de ton triplé. Mais Moody's, mais tu peux le 1. Je veux dire, mais on va vers une révolution. C'est très clair, c'est très net. Et la preuve en est, c'est que tu as un mec qui s'appelle Migaud. Hein, tu changes une lettre, tu obtiens Nigo. Hein, il veut imposer les prestations familiales. Mais tu y crois pas. Mais tu y crois pas, tu dis, attends, c'est pas possible. Ils sont complètement tarés à l'Élysée et à Matignon. Mais ils font même des choses pires que nous, ce qu'on peut imaginer ici. On a l'impression qu'ils ont fait une réunion pour dire, voilà, on veut déclencher une révolution en France, comment faut-il s'y prendre? Qu'est-ce qui va... t'es d'accord? Voilà, c'est ça. Tout à fait, ouais. Alors, un nigo qui veut payer les prestations familiales avec les vols de la prime de Noël. Et bien voilà, comme
Je vous ai averti depuis des mois et années, la France suit le chemin de la Grèce. La preuve, un membre du PS a proposé sur Europe 1 que l'État impose les sommes versées aux familles afin de remplir les caisses. Mm. Autrement dit, que l'État reprenne de la main droite ce qu'elle a donné de la main gauche. Oui. Le premier président de la Cour des comptes, Didier Migaud, a suggéré dimanche que... Socialiste, hein, il est socialiste, hein, je précise. Hein. Non, 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 Oui, mais t'as attends, raison de le dire, ouais. non, non, parce que ça viendrait de la droite, encore, tu vois, toute l'opinion publique, ouais, ces enfoirés de la droite. Ouais. Non, c'est un socialiste, je vous le rappelle, les gentils socialistes. Hein. Attends, ils sont pires que les mecs de la droite, tu y crois pas? Ils sont pires. C'est vraiment incroyable. Pire dans le sens où peut-être on a le sentiment qu'ils y mettent de la vaseline, mais bon. A suggéré dimanche que, donc ce Didier Migaud a suggéré dimanche que fiscaliser les prestations familiales pouvait être une piste pour augmenter les recettes de l'État. Ouais. Les prestations familiales, les allocations familiales, le fait qu'elles soient fiscalisées ou pas, c'est un sujet qui peut être mis sur la table, a estimé M. Migaud sur les ondes de la radio Europe 1. Voilà. Fin de citation. Donc tu nous dis, Pierre, je crois que si les politiques décidaient de taxer leurs conneries, eh bien une partie du déficit de la France serait en effet effacée juste en quelques mois. Ouais, c'est clair. Dans tous les cas, ceci vous montre deux choses. La première, les politiques sont des nazes, dans leur très grande majorité. Numéro 2, qui ne savent faire qu'une chose, inventer de nouveaux impôts pour Absolument. masquer leurs incompétences. Absolument. Je pense que tous les députés, la grande majorité des députés qu'on a à l'Assemblée nationale, et surtout tous les ministres, tous ces crétins, hein, tout ce qu'ils savent faire, c'est inventer de nouveaux impôts. C'est la seule chose qu'ils sont. On l'a déjà vu ici dans cette revue de presse, mais là, c'est éloquent. Bientôt, ils vont faire quoi ? Ils vont inventer un impôt sur les fenêtres. Attention à ce que tu dis. Sur les rideaux, tiens, c'est pas mal ça. Un impôt sur les rideaux. Tu vois, t'as un mec qui vient chez toi, qui va compter le nombre de tes rideaux, hein, en plus des fenêtres. Bah ouais, allez, tiens, vas-y. Hein, c'est encore pour Monsieur Migaud là. Hein, non mais c'est formidable. Non mais ils sont formidables les mecs. Alors, lire les échos pour le croire, l'État est en faillite. Ceci vous le prouve une nouvelle fois. Il veut tout vous prendre afin que les politiques soient, eux, payés en temps et en heure. J'ai écrit ça, genre je sais pas si c'est avant ou après, mais j'ai pas entendu parce que dans ton zapping là tout à l'heure, on a entendu un type là qui déclarait Alcavache, donc c'est sur Europe 1. Oui. Hein, de toute façon, on s'en fout, on vous prendra même à vous. Hein, tu vois, le ouais. mec, tu vois, on va te prendre. Tu vois, c'est des vampires. Les socialistes sont comme les banquiers. C'est ça qu'il faut voir. C'est comme les banquiers. Hein. C'est quand même extraordinaire. C'est quand même. C'est extraordinaire. Non, mais tu crois pas. Mais attends, mais c'est pire que du surréalisme là. C'est énorme, Thérèse. Oui, c'est ça, ouais, c'est énorme, Thérèse. Alors, PS Postscriptum, travailleurs du BTP. Regardez bien cette photo. Ah, c'est génial. En lien, 10 000 casques jaunes de protection déposés par les ouvriers italiens devant la bourse de Milan pour protester. Notre lecteur dit, je cite, « Voilà une œuvre qui exprime le désarroi des travailleurs italiens avec le chômage qui les a touchés. » Fin de citation. Et oui, ils ont du bol, les traders. Quand les 10 000 ouvriers du BTP décideront de prendre leur bourse d'assaut, avec leur marteau-piqueur, là, je crois qu'il y aura du grabuge. Ils sont quand même bien dociles, les ouvriers, je trouve, nous dit Pierre. Oui, je trouve que les ouvriers sont vraiment... on leur a bien donné une mentalité d'esclave. Hein. Tout ce qu'ils ont trouvé à faire... Attends, c'est quand même énorme. T'as 10 000 mecs qui arrivent devant la... Imagine la même chose devant la bourse de Paris. Hein, voilà. Transposons la même chose en France. T'as 10 000 mecs qui arrivent sur la grande place, là, devant la bourse de Paris, et qui posent leur casque, hein, devant les marches. Voilà. Et ils restent très sages. Attends, c'est du jamais vu, ça. C'est du jamais vu. Attends, les mecs, ils sont tous mis au chômage, machin, jetés, les PME qui tombent les unes après les autres, les petits patrons qui sont saisis, des huissiers de justice qui s'en donnent à cœur joie. Hein, et pendant ce temps-là, ces enfoirés de traders s'en mettent plein les poches, hein, grâce aux planches à billets massives que font les Américains pour acheter l'Italie, la France, l'Espagne. C'est absolument fabuleux. Voilà. Et les mecs, ils se cassent. Hein, ils reprennent leur casque, ils rentrent chez eux. Attends, quand t'as plus rien à perdre, tu casses tout. Je veux dire, c'est le principe même. Hein. C'est Gérard Celente qui disait ça il y a longtemps. Il disait quand les gens n'auront plus rien à perdre, ils casseront tout, ça sera la guerre civile. Bah là, on y va directement. Enfin, déjà là, c'est un avertissement parce que t'as 10 000 mecs qui arrivent devant la bourse de Milan, hein, qui déposent leur cas. Alors, moi, j'ai eu plein de mails de lecteurs qui me croyaient pas. Tu vois. Donc, ils ont cliqué, ils sont allés voir la photo. Et c'est une réalité. Ils en revenaient pas. Ils en revenaient pas qu'ils aient pas tout cassé dans la bourse italienne. C'est étonnant. Non, hein, c'est vrai, c'est étonnant. Ouais. Alors, PS numéro 2, Postscriptum numéro 2, El País rapporte que le gouvernement espagnol a braqué le 13e mois, hein, la fameuse prime de Noël, des ingénieurs de la NASA en poste en Espagne dans le trading station de Robledo, de Chavela. Rien que ça. L'État espagnol aussi désespéré que le français, c'est-à-dire ici. Voilà. Donc c'est un exemple, on va y venir. Je pense que l'État français...
il viendra aussi exactement comme l'État espagnol. Je ne sais pas comment ils se sont débrouillés, mais en tout cas, ils ont braqué le 13e mois de ces gens. De ces ingénieurs. Et ils vont y venir. En France, on va venir. Ils vont en dire au mois de décembre, parce que là, la situation non seulement empire, mais ça va de plus en plus vite. En France, j'entends. Ah oui, Ça c'est va de plus en plus exponentiel. vite, c'est exponentiel. Voilà. Donc, c'est très intéressant. Ils seront capables, si tu veux, de voter une loi, ces bandes de lâches, pour braquer le 13e mois de tous les Français. Enfin, du moins de ceux qui travaillent. C'est comme un truc d'aviron, tu sais. T'as 20 mecs dans un aviron et t'as que 2 mecs qui rament, tu vois. Tous les autres, c'est entre les retraités, les mômes, les mecs au RSI, les mecs au chômage, t'as plus que 2 mecs qui rament. Et c'est ceux-là qu'on taxe. C'est ceux-là qu'on taxe. Ils sont complètement cinglés. Post-scriptum numéro 3, le personnel médical espagnol, infirmières, médecins, personnel administratif, a massivement défilé dans les rues de 15 villes espagnoles ce week-end. Là aussi, Ça n'a pas à lire arrêté dans les El País. manifestations. Oh, bah, Les en vrai, la manifestations tension est n'ont extrême pas là-bas. arrêté ce week-end. Il y a eu 500 000 personnes encore. C'est quand même impressionnant. Alors, tiens, juste une chose, parce que c'est très très intéressant. Pour vous montrer à quel point BFM TV se moque du monde. BFM Echo, BFM iTélé, France 2, machin, etc. Les merdias, quoi. Voilà. Alors, regardez bien à quel point on est déconnecté. Parce qu'ils vous disent, ah, la bourse a repris. Tu vois, non, la bourse reprend. Tu vois, elle est toujours au même point qu'il y a un an, grosso modo, ou même 2. Regardez bien. Mais la réalité, et là, il y a une dépêche Bloomberg que Zero Hedge a commenté, que tout le monde a commenté, Wall Street Journal, etc. Il rapporte que la méga chaîne de magasins américains Walmart, donc c'est vraiment le truc, Walmart aux États-Unis, a enregistré le pire mois de vente jamais vu depuis 2006. Walmart, donc les actions de Walmart ont plongé à la suite du total désastre des ventes de février. Et c'est le mois le pire que je n'ai jamais vu depuis 7 ans que je travaille dans cette compagnie. Alors, avait dit l'un des patrons de Walmart. Alors, point 1, les clients des Walmart sont des Américains moyens. Voilà. Point 2, en 2013, l'Américain moyen n'a plus $1 en poche. C'est la conclusion, c'est que voilà. Point 3, la crise a commencé en 2007, je le rappelle quand même, et nous sommes en 2013. D'accord ? Point 4, il y a moins de gens qui ont un emploi aux États-Unis en 2013 qu'en 2006. Donc, du coup, cela ne vous étonnera pas non plus d'apprendre qu'un nouveau record a été battu avec le nombre d'Américains aux food tickets, c'est-à-dire que ceux qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas de chômage et dont la seule solution de survie consiste à aller voir le gouvernement américain, la sécurité sociale, pour demander des tickets alimentaires de survie. J'appelle ça les trucs de survie. Alors bientôt, ils vont dépasser les 50 millions. 50 millions d'Américains qui crèvent la dalle pour une population de 320 millions. Et on nous dit que le tiers-monde, c'est en Inde. Mais attends, c'est génial quoi. Ouais. 50 millions d'Américains quasiment au food tickets, au ticket de rationnement. Allô? Ouais. Mais c'est Hollywood. Alors là, tout à l'heure, je regardais, je voyais là dans la radio, là, sur la télé, je voyais John Kerry, tu sais, en train de serrer la main de Hollande, c'est le vice-président américain, c'est Frankenstein, on l'appelle. Tu vois, Frankenstein en train de serrer la main de François Hollande, tu sais, le vampire en chef, tu sais, qui vient bouffer la France, les François Hollande qui, tu sais, le grand sourire, tu sais, très obséquieux. Voilà, on va se faire bouffer. Et en plus, on reçoit les vampires en chef, c'est absolument génial. Et pendant ce temps-là, je vous l'apprends, parce que c'est pas dans ma liste de licenciements, mais je vous le redonnais quand même. La banque JP Morgan de notre ami Blight, écoutez bien, licencie entre 19 et 20 000 personnes. C'est tombé hier. Tadam. Et la banque JP Morgan seule, parce qu'il faut séparer JP Morgan Investissement, dans lequel est Blight et d'autres, de la JP Morgan Chase Manhattan Bank, donc qui est le résultat de la fusion de rachat forcé par JP Morgan, banque de détail, donc, qui va virer le reste. Voilà. Mais 4500 ou 4000 ou 4500 personnes dans la JP Morgan, c'est absolument énorme. Et j'ai cru comprendre que la DRH de la JP Morgan, qui se trouve à Genève, n'a pas arrêté depuis à peu près 3 mois, 4 mois, de faire des allers-retours dans tous les pays pour préparer justement les listes de licenciements, etc. Donc ça va faire très très mal. Là ça va saigner. Les banquiers vont être jetés, ils vont se retrouver eux aussi au food ticket. Enfin bon, ils ont le temps de se mettre plein d'argent de côté parce que ces mecs-là, ils ne sont pas à plaindre, je te le dis.
Alors, puisqu'on parle de la JP Morgan Voilà. notamment, la Goldman Sachs, encore un très beau délit d'initié. Oui, bah oui. Ah, bah oui. Ah, oui. Warren Lis-le. Buffett. Attends, je le vois pas. Oui, Warren Buffett a acheté le ketchup Heinz Oui, bah oui. c'est dans Bloomberg. Et comme par hasard, Goldman Sachs a racheté les actions de Heinz à ses clients avant l'annonce. Ça sent le délit d'initié, non? Oui. Mais à Goldman, tout est permis. C'est pas mea culpa, c'est mea Goldman. Tu vois. Le plus drôle est qu'ils ont Passe-moi téléphoné le aux sel. clients. Passe-moi le sel et le ketchup. Le plus drôle dans l'affaire, c'est que Goldman Sachs a téléphoné aux clients, non pas pour leur dire de garder Heinz, mais de leur vendre à eux. Heinz White Dry. Goldman Sachs. Goldman Sachs, les enfoirés de Goldman Sachs. Alors lire ici Reuters qui explique que Goldman Sachs va coopérer avec Non. l'enquête de la SEC. Attends, juste, j'ai une pensée profonde pour notre ami Olivier Besancenot. Besancenot, espèce d'enfoiré. Espèce d'enfoiré. Attends, là, il faisait des manifs, là, il y a 2-3 jours, pour les sans-papiers. Alors, je dis à Besancenot et vous, tous les mecs de gauche, là, tous les pseudo-anards, de petits lâches que vous êtes, quand est-ce que vous allez faire une manifestation devant les banques, les Goldman Sachs en particulier, hein? Parce que les sans-papiers, excuse-moi mon pote, mais on leur a pas demandé de venir pour l'instant, hein. On a donc bien d'autres soucis à régler en France, hein. Et si tu t'occupais des Français, hein, monsieur Besancenot, hein, espèce d'enfoiré, hein, non mais c'est tout ce qu'ils trouvent à faire, hein, c'est tout ce qu'ils trouvent à faire. Tu vois que ces mecs-là sont, à croire qu'ils sont payés, tu sais, pour détourner l'attention, hein. Ou alors qu'ils n'ont pas assez de recul. Qu'est-ce que tu veux dire là exactement? J'ai craint le pire là. Ils n'ont pas une vision Non globale mais de la psychanalytiquement situation. c'est assez, Ah ouais, ouais, c'est ouais. assez inquiétant ce que tu viens de Non, dire. non, mais soit ils ont pas. Non, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, tu l'as mentionné. Ce que je trouve intéressant, c'est que aussi bien les politiques que les banquiers, il y a de tout partout. De même qu'il y a des bons plombiers, des bons garagistes. Mais il je y en a comprends pas ce mec. Attends, ce Mais mec oui, était mais d'extrême gauche. Je n'ai C'est un jamais parlé avec marxiste lui. trotskard, je Je sais n'ai pas jamais quoi. parlé avec lui. Je ne sais pas. Attends, je veux dire, aujourd'hui c'est le moment ou jamais, si tu veux, de rassembler tous les Français dans un combat, Ouais, ouais, non, mais je suis commun, bien- tu je suis vois. bien d'accord. Hein, il me semble que Mélenchon l'a fait. Il me semble, j'en suis pas sûr. Mélenchon l'a fait, donc il est pas idiot celui-là. Hein, mais Besancenot, tout ce qu'il trouve à faire, c'est le sans-papier. Bah oui, t'as qu'à aller je sais pas, au Bangladesh, tiens, là il y a du boulot. Fais-toi médecin sans frontières ou je sais pas, ou plombier sans frontières ou politicien sans frontières. Voilà. Mais tous ces mecs-là s'occupent de tout le monde, sauf des Français. Parce que là, c'est quand même vachement inquiétant. Enfin, de ce que je vois, les politiciens ne s'occupent absolument pas des Français. Ils en ont rien à faire. J'ai vu passer un truc sur le Facebook qui a été relayé des centaines de milliers de fois. Le Parti social, il y a eu 3 mecs ou 4 mecs qui se sont immolés pour diverses raisons, dont 2 à Pôle emploi, comme on l'a dit tout à l'heure. Pas un ministre socialiste n'a fait un truc. Pas un. Hein, alors que quand il y a eu un tremblement de terre en Algérie, hein, bon, je suis navré pour eux, ou je sais pas, je sais plus quel ministre ou président avait réclamé une minute de silence en France. Ok, donc tu vois, il y a une inversion des choses. 2 poids 2 mesures. C'est 2 poids 2. Non, c'est pire que ça. On focalise ton attention ailleurs. À l'extérieur. Exemple Oui, typique. Hier sur BFM. Toute la journée, j'en sais rien, mais je crois que c'est toute la journée. Ils t'ont fait un truc sur une montgolfière que je sais pas qui s'est plantée, tu vois. On regardera la liste des licenciements. Aujourd'hui, il doit y avoir à peu près au moins 2000 entreprises, 2000 PME avec 200 ou 600 personnes qui vont perdre leur emploi. Est-ce que tu crois que BFM va faire des directs devant ces... Non, évidemment que non. Évidemment que non. Non, c'est plus simple, si tu veux, de te passer les images en boucle toute la journée d'une montgolfière qui se crache. Hein, c'est comme le bus en Zambie, tu vois, qui s'est craché. Ok, il y a un Français ou deux dedans. On est désolé pour eux. C'est la vie. C'est sûr. C'est la vie. Mais il y a- Ça il y a fait partie des d'autres- choses. il y a d'autres Mais franchement, préoccupations. ça fait quand même d'autres informations qui sont beaucoup plus. Là, je réagis en tant que journaliste. Tu vois. Mmh. Je veux dire, c'est du fait divers, mais vraiment, c'est une ligne, quoi. Hein, voilà. De même que autant. 2. Hein. Alors, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le voir dans BFM ou iTélé, mais Moody's Blues, j'aime beaucoup. Bah ouais, c'est Bah, énorme. lis-le, bah ouais. Hein, bah ouais. Après que l'agence de notation Fitch ait abaissé la note de l'agence de notation Standard & Poor's, c'est au tour de Moody's de se venger et de dégrader la note de Standard & Poor's, qui elle-même avait été la première à dégrader la note de Moody's. Que la SEC a décidé d'attaquer. Et je ne suis pas sûr que vous suivez, mais ce n'est pas grave, parce qu'il manque des points et des virgules. Et moi-même, je ne sais plus ce que j'écris dès qu'il s'agit d'agences de notation qui se dégradent les unes les autres. C'est une histoire de fou. Bref, Mais tu c'est comprends clair. rien, c'est Bref. attends, qui a dégradé qui et pourquoi et
Ils sont dans la patte, Non c'est mais con. attends, quand tu penses l'effet de ces crétins sur le reste de l'économie, Ouais, attends, tout à fait. Ouais. enfoiré. Des gamins qui, Mais jouent vraiment, avec des c'est pistolets. Ouais. non mais c'est vraiment ça, tu vois, la mienne est plus longue que la tienne, tu Ouais, vois, ouais, c'est ouais. vraiment ça quoi. Ouais. C'est du délire. Bref, lire ici le Télégraphe pour rire un peu quand même sur ces histoires d'enfoirés qui devraient régler leur compte à coup de Magnum 357 plutôt qu'à coup de AA et A-. Ouais. Ce ferait des enfoirés en moins sur la planète finance, en tout cas. Ouais, Moody's Investor Service has downgraded one of the biggest rivals. Tu vois, là, donc, ils ont abaissé leur plus grand rival, McGraw-Hill, qui possède la plus grande agence de notation au monde, Standard & Poor's, après que le gouvernement américain lui ait demandé 5 milliards de dommages et intérêts. Tu vois, les Américains qui ont eux-mêmes été dégradés. Tiens, je te Ouais, on se dégrade. rappelle. Ah, tu me dis, tu sais, c'est un peu. Non, mais attends, on fait une analogie. C'est un peu comme, tu vois, Far West. Non, t'es au lycée, t'es en cours, voilà. T'as fait un truc en histoire ou en maths, peu importe, et puis t'as la prof qui arrive et qui te rend ta copie et qui te donne 5 sur 20. Et tu lui fais un procès. Tu lui fais un procès. Oui. C'est vraiment ça. Oui, Tu lui fais un mais c'est ça. procès. Mais on est quasiment. Voilà, dans- vous n'êtes pas habilité à juger me mon noter, travail, à ouais. me noter. Voilà. Ben, tu vois ou alors je sais pas, une dictée par exemple, tu vois, 2 sur 20, tu vois, t'as fait 200 fautes, hein, 2 sur 20, hein, et tu dis au prof, non monsieur, moi je sais mieux que vous. C'est ça. C'est C'est ce que ça- c'est ce que exactement ça veut ça, dire. c'est exactement ça. Et je rappelle que Standard & Poor's a mis beaucoup de temps, hein. Ils ont cogité, hein. Ils n'ont pas osé le faire parce qu'ils savaient pertinemment que le gouvernement américain allait mal le prendre, parce que ces bandes d'enfoirés d'Américains ne font que des planches à billets, donc ils sont mourus depuis longtemps, hein. Je le rappelle quand même, hein, que l'Américain moyen est plus endetté que le Grec, hein. Je le rappelle aussi, hein, et que c'est bien entendu la faute du Grec, hein. C'est pas la faute de l'Américain, évidemment, hein. Bah, bien sûr, évidemment. Tiens, allons chez les Grecs. L'Union. Alors oui, bah, on peut d'ailleurs, puisque tiens, tu me tends la perche avec les Grecs. deux- Oh là Qu'est-ce que t'as aujourd'hui? Quoi? Mais non, 2 députés grecs qui se font tabasser par les flics. Alors si tu trouves l'information, c'est quand même extraordinaire. Comment des députés en arrivent à tabasser, à être Parce qu'ils étaient tabassés. en train de manifester. Ils étaient en train de manifester avec pour. Alors, en fait, ce qu'il y avait, je te le donne de tête, hein, je m'en souviens, parce que c'est quand même assez énorme. Il y avait une manifestation de tous les smicards grecs, hein. Donc les smicards grecs. Je crois qu'ils sont à 600 euros, je sais plus. Enfin, je vois pas trop Oui, je- essaie de la le retrouver. SMIC grec a été Ouais, abaissé voilà. de 780 à 586. Ouais, 780 à 586 Ouais, euros. Attends, redonne pour que les Français entendent et pour Ouais. qu'ils sachent ce qui les attend. Oui, parce que Ouais, c'est ce que vas-y, tu nous dis. Hein. Ouais, vas-y, Donc, doucement. Le SMIC grec a été baissé de 780 euros à 586 euros. Voilà, 200 euros. Allez, on arrondit. 200 euros de moins. Boum. C'est chaud, hein, en une fois, comme ça. C'est chaud. Donc en France, ça sera 300 euros de moins. C'est 30%. Goldman Sachs veut que nos salaires soient baissés de 30%. Ils l'ont dit, Voilà, ouais. ils l'ont dit. Ils l'ont dit. Ils ont osé le faire. Enfoiré. En plus, ces 2 députés donc, qui manifestaient avec les smicards, hein, eh bien, c'était des députés de gauche. De Syriza. Oui, Oui, Syriza. c'est de Syriza. On en avait parlé ici. Et donc, ils ont chargé les CRS. Hein. Bah, les députés sont passés à la moulinette. Voilà. Ils ont été bien tabassés. Donc les smicards aussi. Mais enfin bon, les smicards, c'est fait pour être tabassés dans tous les sens. Tu vois, t'es tabassé au niveau de ton boulot, de ta compte en banque, et tu manifestes et tu t'en prends plein la tête. Tu vois, et t'as deux députés qui ont le courage, tu vois, de venir, tu vois, de supporter les smicards. Ils se font tabasser. Moi, j'aimerais bien voir les députés français défiler avec les smicards français. Tiens. Oui. Ça serait intéressant, ça. Oui, ça serait très Hein, intéressant. mais tu vois pas trop les députés, hein, à part il y en a 3 ou 4 là qui font leur travail, dont Nicolas Dupont-Aignan, je souligne son courage, Gilbert Collard aussi également, hein, je souligne son courage. C'est vraiment, ils le font, hein. Nicolas Dupont-Aignan est le plus critique en ce moment, hein, c'est quand même, je pense que il y a que 2 députés aujourd'hui qui défendent les Français. Hein. Ouais, C'est quand même assez étonnant à constater, mais ouais. de ce que je vois dans cette revue de presse, hein, j'ai pas vu moi j'ai vu que des lâches. Hein. Je me souviens que j'ai dit ici à cette antenne que j'avais rencontré un député UMP, hein, qui nous avait dit, hein, devant témoins, un discours totalement différent de ce qu'il a dit devant les caméras. Hein, voilà. Hein, il a dit que l'euro était mort, qu'on le savait, Ah, mais je le vois le lendemain, je le vois au journal de 20h. Ah mais tout va bien, on a sauvé l'euro, etc. Bon, d'accord, ok. Alors d'ailleurs, puisqu'on parlait des États-Unis avec le nombre de personnes
classés dans finalement des personnes qui sont avec des tickets de rationnement pour pouvoir manger, eh bien là aussi, ce qui est intéressant avec les États-Unis, c'est de voir à quel point on fait en sorte de limiter tout, même le fait de réfléchir. Alors la première info, c'est celle-ci, congé forcé pour les fonctionnaires du Pentagone. Je l'ai trouvé très bien. Donc c'est le nouveau budget qui a été adopté, qui fait que 800 000 fonctionnaires civils du Pentagone, de la CIA, de la NSA, etc., seront mis de force en vacances temporaires 1 jour par semaine pendant 5 mois, car le gouvernement ne pourra pas les payer pour leurs horaires habituels. Voilà, c'est dans le Financial Times. Mais enfin, bon, puisqu'on dit qu'il y a une reprise aux États-Unis, alors ça c'est le premier point, et puis la deuxième, alors là qui est vraiment catastrophique dans la symbolique. Non mais je rappelle quand même à tous les blaireaux là, de tous les commentateurs économiques qui disaient il y a la reprise aux États-Unis donc il y a la reprise. Mais j'aimerais qu'on m'explique où est la reprise aux États-Unis. Les mecs, attends, ils peuvent même plus payer leurs militaires, ils sont comme nous. Hello, Louvois. Si, Louvois, mais ils le disent. Ils disent, on peut plus vous payer donc il y a un jour qui saute, vous viendrez pas bosser, on vous paiera pas. Voilà, c'est clair, net et précis. Est-ce que le ministre de la Défense français a dit ça aux militaires français? Non. Il a dit ah non, on a des problèmes de logiciel, mais vous bossez 7 jours sur 7. Indice niqué. Les États-Unis toujours donc mettent, alors c'est hautement symbolique, mettent l'écriture manuscrite au musée. Oui, non, j'ai trouvé ça. C'est un lecteur qui m'a envoyé ça. C'est vieux d'ailleurs. Ça date de 4 mois. Ah oui. Je n'ai même pas vu passer celle-là. Mais personne ne l'a signalé. Elle est très importante. Elle est très importante. Ouais. Donc c'est Monsieur Mater, et merci à lui, est tombé de sa chaise sur cette information passée quasiment inaperçue. Voici une nouvelle stupéfiante. Après avoir colonisé le mental des populations en exportant son American Way of Life via les médias de masse, l'Empire essaie de nous réduire à l'état d'animaux. Voyez plutôt, pas moins de 45 États américains s'apprêtent à reléguer l'écriture cursive au rang de relique d'une civilisation obsolète, concrétisant le sacre de l'ordinateur, devenu le prolongement et la prothèse désormais indispensable à chaque être humain. Lire ici le Nouvel Observateur. Il s'agit, sous l'angle de la portée symbolique, d'une évolution à marquer d'une pierre noire. Elle permet en effet d'extorquer à l'être humain sa relation la plus intime au symbole, celle qui permet de joindre le geste à la parole, mais aussi de transformer un peu plus la relation à l'autre en bien de consommation. Absolument. Ouais. Une saignée supplémentaire dans la culture humaine que l'Empire démantèle à dessein, l'abrutissement de masse d'une humanité dépendante des monstres qu'elle crée. Le langage est la clé des cultures. La clé qui se transmet, le bien commun, la clé de tout à chacun. À ce stade, je crois que c'est une bonne révolution qu'il nous faut. Fin de citation. Effectivement, nous dis-tu Pierre, là, je dois avouer que c'est assez éloquent. D'ici 50 ans, les bébés naîtront avec un clavier préinstallé dans leur berceau. Ça fait peur. Alors, j'avais vérifié, j'avais lu le truc, mais alors maintenant que je repense, j'ai pas vérifié si c'était un poisson d'avril, parce que il faut faire attention à ça. Mais même, je veux dire, même si cela l'était, je ne crois pas. Pardon. Même si ça ne le serait pas, depuis 7 ans, je vois passer tellement d'informations sur toutes les écoles qui rendent les tablettes absolument obligatoires, l'ordinateur portable obligatoire, tu ne vois plus un seul étudiant, même lycéen, si tu veux, qui n'arrive pas en classe avec son portable. Donc c'est absolument stupéfiant. Enfin, du moins aux États-Unis. Tu as des écoles, maintenant, si tu veux, la tablette est obligatoire. Donc et tout se passe par l'envoi des cours, etc., les interrogations écrites, tout se passe par sur les tablettes. Donc on y va directement, je veux dire, même si c'est... j'ai lu ça, mais je ne suis pas étonné. On y va, c'est clair. De toute façon, j'ai vu que le niveau général américain a baissé de plus en plus. Avant, tu disais, par exemple, l'exemple typique, tu dis un serveur dans un restaurant, tu dis un serveur, tu dis remplacez-moi les frites par des haricots verts. Le mec, il dit bon, il note haricots verts et basta, et c'est fini. Tu fais ça aux États-Unis, 2 fois sur 4, t'as le mec qui dit ah non, je sais pas, il faut que je demande au chef, il faut que je demande au maître d'hôtel, etc. Tu vois, ils sont déjà perdus parce que tu étais sorti du cadre, tu vois, tu es sorti du rectangle, tu sais, oui. voilà. Tu sortais du cadre, donc ils ne savent plus gérer ce genre de truc. C'est ça les prémices, si tu veux, d'une intelligence qui est bridée, tout à fait. et qui est enfermée dans un espace confiné, très précis, dont pas quoi faire, on lui dit qu'il ne peut pas sortir de ce cadre. Et admettons que tu puisses éventuellement en sortir, tu ne peux pas prendre d'initiative parce que tu ne sais pas ce qu'il y a à faire. Voilà. Et alors, ça rejoint cette information. Comment la BNP force les gens à se priver de relevés. Voilà. C'est dans la même ligne. Oui. Oui. Un témoignage de Julien, qui n'est pas le premier ni le dernier, j'imagine. Voilà donc ce qu'il nous dit dans son mail. Après maintes propagandes de leur part, la BNP, je n'ai jamais accepté d'eux qu'ils me fassent le relevé en ligne.
Mais il paraît, selon ce mail que j'ai souscrit en agence le 14 février 2013, de passer en relevé en ligne. Problème, je ne suis jamais passé en agence ce jour-là, encore moins possible, car vivant en Allemagne, BNP n'ayant pas d'agence grand public dans ce pays. Je n'ai rien fait non plus sur le site BNP sur lequel je suis pourtant régulièrement. Ils nous vantent bien sûr la mise à disposition rapide, meilleur service online, etc. Au-delà d'une décision unilatérale, c'est surtout la dématérialisation poussée à l'extrême de nos mouvements bancaires et surtout, je vous parie mon billet, que mes frais de 10,75 € mensuels ne seront pas pour autant amoindris, du fait du service aux clients déclinants et de l'économie du prix de l'affranchissement des envois de relevés sur l'Allemagne. Fin de citation. Hélas, Julien, EDF a fait exactement la même chose. J'ai reçu un mail, nous dis-tu Pierre, comme quoi j'ai accepté de ne plus recevoir de facture papier. Or, je n'avais jamais demandé une chose pareille. Justement, je me suis bien gardé justement de répondre à leur premier mail en disant souhaitez-vous recevoir, etc. Je n'ai jamais répondu à leur truc. 3 semaines plus tard, je vois arriver un mail, tu sais, en me disant merci d'avoir accepté, c'est des enfoirés. Et tu ne peux pas... Tu ne peux même pas réagir. Tu peux pas passer 6 heures au téléphone. Tu sais, tu dis ah mais monsieur, c'est pas moi qui m'en occupe. Il faut appeler tel numéro. Puis là, tu sais, on te met en attente. Et puis tu payes en plus. En plus, tu payes. Je sais pas combien. Et mine de rien, tu passes une matinée entière à essayer de joindre quelqu'un et qui va te dire oui, je m'en occupe. Tu vois, le mec, il est au fin fond du Maroc, il n'en a rien à tarter, tu vois, de ce que tu demandes. Et ça ne le fera jamais. Et depuis lors, je n'ai plus jamais reçu un truc EDF en papier. Jamais. C'est incroyable. C'est comme quoi, tu vois, ils te le font d'office, quoi. Et je suis sûr que ça s'est passé dans toutes les banques, quasiment. En tout cas, tu nous dis que tu as été obligé d'incendier ta chargée de compte pour qu'enfin ils puissent t'envoyer à nouveau des relevés papier. Ça, c'était avec ma banque. Je veux dire, mais je l'ai incendié, la Vampirella. Là. Non, mais sérieusement, là, en plus, elle se... Vraiment, là... Bon, passons. Alors, est-ce que tu souhaites qu'on puisse faire une petite respiration musicale maintenant? Non. Notre invité étant là déjà. Il est déjà là. Alors justement, je vais donner quand même une information extrêmement importante. Ça concerne la crise est derrière, hein, mais la crise est derrière nous, hein, je rappelle. Ben, voilà. Mais, la Bankia espagnole perd, écoutez bien, 19 milliards d'euros. Tadam, 19 milliards. Attends. C'est quand même à côté les rigolos du Crédit Agricole et de la Dexia sont des archi-nuls, c'est les sous-doués. C'est les sous-doués de la banque. Tu vois. Il n'y a pas à dire. Hein. Si on transpose, écoutez bien, si on transpose ces 19 milliards en Seat Leon, hein, vous savez la voiture espagnole Volkswagen, du groupe Volkswagen, là, à 20 000 euros, hein, on arrondit, hein, 20 000 euros la voiture, hein, neuve. Je précise, cela vous donne, écoutez bien, 95 000 voitures que la banque aurait pu acheter et revendre à ses clients avec un crédit à 2%. Tu vois. Ça, au moins, ils auraient fait travailler l'industrie automobile. Hein. Non, là, si tu veux, c'est des pertes sur des crédits défaut swap, sur des emprunts qu'ils ont fait sur des trucs immobiliers, etc. Donc, il y a 50% de crédit défaut swap et 50% de trucs immobiliers. Donc, voilà, ça fait 19 milliards d'euros. Hein. Et on nous a dit... Je m'en souviens, parce qu'on l'avait chroniqué ici il y a à peu près un an, quand la Bankia a été constituée, hein, les Espagnols, le ministre des Finances espagnol nous a dit « Tout va bien, nos problèmes sont réglés, l'Espagne va bien, taradan, caramba !» Tu vois. Voilà. Et puis, un an plus tard, tu sais, parce que la poussière média retombe à chaque fois, je me souviens qu'en l'été dernier, j'avais vu à la une du El País, hein, le grand journal espagnol, la Bankia a reçu 5 milliards de toute urgence, sinon elle faisait faillite. Donc tu rajoutes tous les milliards, on doit être au moins, je ne sais pas, officiellement au moins à 30 milliards. Hein, mais officieusement, on doit être à 70 pour les sauver. Tu vois. Et tout ça, c'est la banque centrale espagnole, tu vois, qui fait par détournement, tu vois, des LTRO, des machins, des bidules, tout ça pour pas montrer qu'on fait de la planche à billets. Tu vois. Et là, on fait que de la planche à billets pour les banques. Mais comment dire, l'argent qu'on leur prête est inscrit dans les comptes de la Banque centrale européenne, qui elle-même est en faillite maintenant. Donc, voilà. C'est ça la réalité. Alors, écoutez bien la suite. C'est quand même absolument génial. Alors, Monsieur Morel avait vu, lui, que donc c'était sur 01.net, que Atos, hein, donc c'est une grosse multinationale de services informatiques, logiciels, etc. Atos demande à ses 4100 employés espagnols, hein, parce qu'on est en Espagne, une baisse de rémunération de 12%. Donc, tu vois, on y est. Cette demande aurait essuyé un refus du comité d'entreprise et déclenché un mouvement de grève. Voilà. Comme vous voyez, c'est le peuple qui paye pour les banquiers grâce aux politiques. Hein. Les politiques, ils sont complices, ça va de soi. Et donc, ça rejoint ce que je ne sais pas si je l'ai dit ici ou sur le blog, peu importe.
c'est que le plan qui a été mis qui a été testé, et donc c'est un plan efficace sur la Grèce, donc maintenant est transposé à la France. Je l'ai dit, oui, si je l'ai dit ici il y a 15 jours, et que vous voyez maintenant les effets, puisque quand le mec de Goldman Sachs demande que le salaire des Français soit baissé de 30%, vous voyez déjà que Athos en Espagne demande à ce que les salaires soient baissés. Mais Athos ne fait pas ça de gaieté de cœur. Je veux dire, il a plus de business, donc c'est soit les gens baissent leur salaire, soit ils font des licenciements massifs. C'est à eux de choisir. Le patron d'Atos dit c'est à vous de choisir, vous vous démerdez. Antoine Barthold, il en Donc il dit ça au comité d'entreprise. C'est soit on licencie 2000 personnes ou 4000 personnes, soit tout le monde baisse son salaire de 12%. Boum, c'est au choix. De toute façon, tout le monde va y perdre. Relayé Alors il y a une Chinois. solution, c'est tout le monde baisse son salaire. Donc par solidarité, alors Ouais. ça crée des tensions en interne, je te dis pas. Parce que tu as les mecs qui vont dire, je pense qu'une grande majorité quand même va accepter, mais tu vois que là, le comité d'entreprise a refusé. Voilà. Mais on va y venir en France, de plus en plus dans les entreprises, vous le verrez ça. Ah bah, c'est relégué à la méthode chinoise, hein. Ça va être ça au final, hein. C'est les chaises tournantes, hein. D'ailleurs, puisqu'on parlait tout à l'heure de la Grèce et des États-Unis, j'aimerais qu'on vienne un petit peu avec deux informations. Le patron d'Aube Dorée attaqué par les impôts grecs. Voilà. Bah, tu vois, c'est un écho exact de ce qu'on a entendu sur Europe 1 tout à l'heure dans le zapping, hein. On vous prendra votre argent, y compris vous, tu vois, le cabache, le mec qui lui dit ça. Voilà, là, les impôts grecs ont décidé de s'attaquer à Nikos, si tu veux le lire. À Nikos. Michaloliakos, voilà, on va y le arriver. chef du parti nationaliste grec Aube Dorée. Mm. Et l'astuce consiste à dire que sa femme n'a pas payé les impôts sur son hôtel de rendez-vous, hein, parce qu'on rappelle qu'il tient un hôtel de Oui, passe. tu hein, vois, quand je même. suis revenu de Grèce, C'est c'était drôle. normal, C'est drôle. Bon, non, c'est pas un hôtel de passe, non, soyez pas non plus mauvaise langue. C'est un hôtel c'est un love hotel. Attention, les love hotels sont très communs au Japon, par exemple. Partout où les gens vivent avec la famille, tu sais, t'as la grand-mère, la tante, etc., où le couple n'a pas beaucoup d'intimité, on va dire. Donc les couples vont dans des love hotels. C'est ça donc. Bah, c'est des love hotels, oui, enfin, Ah c'est oui, c'est un connais hôtel pas, de hein. rendez-vous, mais c'est un love hotel. D'accord. C'est pas, je veux dire, il n'y a pas des prostituées qui sont là devant, Ah, c'est ok, ça que je veux dire. ok, Voilà. ok, ah, d'accord. Ok. Précisons Non, mais les c'est bien choses. Ah oui, t'as bien raison. Voilà. Alors, vous vous souvenez, donc, nous dis-tu, tu en avais parlé lors du reportage que tu as effectué à Athènes. Donc, Voilà, donc ils veulent confisquer l'hôtel de l'épouse de monsieur Michael Iolikos, parce que, selon la presse grecque, donc, qui a rapporté l'affaire, que le New Dream Hotel, hein, doit à l'État grec 36 000 euros en impôts en retard. Voilà. Donc c'est madame Eleni Zaroulia, donc, qui est l'épouse de monsieur Michailoliakos, en et qui est saisissant une l'hôtel, députée, attention, elle est députée d'Aube Dorée, madame. Je vais y arriver. Michaloliakos. Voilà, elle est députée, donc ils veulent la détruire, tu vois, ils veulent la détruire. Alors 36 000 euros sur un hôtel, je sais pas, je trouve que c'est pas beaucoup. Tu vois ce que je veux dire? Donc Ouais, c'est tu sens que c'est un coup une monté, excuse, quoi. quoi. Voilà. Parce que tu leur dirais, voilà, vous nous devez 300 000, bon là on comprendrait, mais là c'est 30 000, donc c'est pas, it's not relevant comme diraient les Anglais. Alors, bon, pour toi, en tout cas, tu considères qu'au point où en sont les Grecs, c'est vraiment une perte de temps. Et autre élément, puisqu'on en a entendu parler notamment dans le florilège de Zapping de Canal+, et puis c'est tout à fait récent, c'est le patron de Titan qui s'en prend à la France, hein, pour racheter potentiellement, c'était une marque de pneus. Ah, tu vas adorer ça. Hein, alors bref, je la lis, ça va être plus simple. Vous connaissez ma passion pour la mythologie grecque, et je vous ai souvent parlé de la bataille des Wall Street Titans contre le reste du monde. Eh bien, vous l'avez vu, Monsieur Taylor, My Taylor is Rich, est à la tête d'une multinationale qui s'appelle vraiment Titan. Et oui, Ça rend pas. il y a des clins d'œil de l'histoire qui ne peuvent pas être remarqués. C'est aussi, lui aussi, qui a dit que les ouvriers français, les French, sont des paresseux et que la France finira comme la Grèce. Eh, il l'a dit. Il l'a dit. Il l'a dit ça. Il l'a dit. Pour un titan, c'est pas mal. Oui. Hélas, Arnaud Montebourg aurait dû lui rappeler que, à propos de la Grèce, justement, les titans ont été finalement vaincus par Athéna et Zeus, Oui. et aussi que le Titanic a coulé. Oui. Oui. Bah oui, c'est Vous avez été très nombreux donc à penser à toi, Pierre, hein, durant cet épisode de la semaine passée. Ouais, je remercie enfin, nos lecteurs et nos auditeurs, je les embrasse très fort parce que ils ont vraiment pensé à moi avec ça. Tu sais, bah, rappelle-toi, on avait même lu des trucs de mythologie ici parce que pour Oui, avec le Concordia, de bah, toute façon, voilà, on adore ça. donc tout ça correspond, ça colle très très bien. Et le mec, il s'appelait Titan, tu y crois pas? Putain, le mec, en plus, il dit à Montebourg, il dit nous, à la France, il dit vous allez finir comme les Comme Grecs. la grecque. Un Titan qui nous dit C'est ça. c'est énorme. Moi, je te dis, attends, Monsieur Taylor, paf, hein, tu l'auras pas, ça. Ça, je peux te dire que Zeus a vaincu et Athéna ont vaincu les Titans. Voilà, l'histoire se répète.
Tadam. Une respiration musicale. Je vous rappelle que vous êtes... Formez vos bataillons aux armes, citoyens. On va avoir l'occasion un Non, petit mais peu c'est avec vraiment le ça. morceau, ouais. C'est vraiment ça. C'est la guerre, là. Eh bien, indignez-vous, Stéphane Hessel nous Non, mais a là, c'est quittés. pas indigné, c'est prenez les armes, là. C'est prenez les armes, les mecs. En tout Attends, cas, tous chez Goldman Sachs, là, devant chez Stéphane Goldman Sachs. Hessel, à 95 ans, nous a quittés en ce jour. L'occasion donc de faire un hommage en même temps à cet homme qui s'est battu en son temps. Et d'ailleurs, il s'est battu toute sa vie, en tout cas pour pouvoir conserver la pensée de la mémoire des résistants français. Donc, HK et les Saltimbanques, HK avec ce clip que vous pouvez retrouver sur Internet. Indignez-vous, un hommage à Stéphane Hessel. C'est tout de suite sur Radio Ici Prenez Maintenant. les armes. Je me suis levé un matin, sombre jour de l'existence. J'ai levé la voix et le poing, quand la règle était le silence. J'en ai vu monter dans des trains, partir dans un brouillard immense. Je ne pouvais être ni complice ni témoin. Je suis entré en résistance, une voie pavée d'espérance, peuplée de femmes et d'hommes debout. Un choix comme une évidence, entre potence et corde au cou. Je suis revenu de si loin, je rends grâce à mon étoile. La mort m'a oublié en chemin, à Dora et à Buchenwald. 93 ans, je peux croire que ma fin n'est plus très loin. 93 ans, voici ma mémoire. Prenez-en le plus grand soin, l'indignation obstinément. Dans un monde au garde à vous, soyez de ceux qui marchent contre le vent, mes amis. Indignez-vous, indignez-vous. Indignez-vous. C'est un vieux monsieur qui vous parle, brandissant son étoile, entendez-vous? Pensez-vous donc qu'aujourd'hui, les motifs de soulèvement nous manquent, quand nos propres vies sont à crédit, sous la dictature des banques? L'argent commande aux actionnaires, eux-mêmes commandent au président, qui ordonne aux gens ordinaires d'exécuter bien gentiment toute cette nourriture invendue. Jetez-la donc à la poubelle, et au-dessus du tas d'ordures, versez-moi 10 litres d'eau de Javel. Voilà le monde qui est le nôtre, absurde, cruel et sans pitié, jusqu'à ce que frappe à notre porte ce maudit seuil de pauvreté. Les droits de l'homme mis en jachère, vendus en portions individuelles. Quand la crise alimentaire s'éternise devant l'éternel, mais miracle, quand des milliards sont trouvés dans la seconde pour sauver le roi dollar et tous les banquiers de ce monde. Indignez-vous, indignez-vous. C'est un vieux monsieur qui vous parle, brandissant son étoile, entendez-vous? Indignez-vous, indignez-vous. C'est un vieux monsieur qui vous parle, brandissant son étoile, entendez-vous? Nos chaînes sont certes moins visibles qu'au sombre temps de l'esclavage, mais nos esprits sont pris pour cible. Qu'ont-ils fait de notre héritage? Compétition à outrance, amnésie généralisée, produit de consommation de masse pour une jeunesse anesthésiée. Il est grand temps, mes amis, de rallumer enfin les étoiles qui ont guidé toute sa vie ce vieux monsieur qui vous parle. Oui, j'ai été cet Arménien, je suis toujours ce juif allemand, je suis le peuple palestinien. La justice est mon seul camp. Soyez citoyens sans frontières de ces peuples qui se soulèvent, contaminez la terre entière de vos révoltes et de vos rêves. Indignez-vous, c'est votre droit, et en mémoire de tout cela qui meurt chaque jour de ne pas l'avoir, ce droit est de fait un devoir. Indignez-vous, indignez-vous. C'est un vieux monsieur qui vous parle, brandissant son étoile, entendez-vous? Indignez-vous,
C'est un vieux monsieur qui vous parle en disant son étoile, entendez-vous? Indignez-vous, indignez-vous. C'est un vieux monsieur, un grand monsieur qui vous parle. Voilà HK pour cet hommage à Monsieur Essel. Indignez-vous. Donc revenons à cette revue de presse internationale Pierre Jovanovic, quotidien.com pour avoir accès au blog et notamment notre invité en ce jour. Maître Daniel Richard. Bonjour Eh maître. bien, ravi de votre invitation, ravi de découvrir cette radio. Alors, Maître Richard est très connu dans la profession parce qu'il est l'un des rares avocats à s'attaquer régulièrement aux banques. On peut dire même, cher maître, que vous êtes le spécialiste en France des actions menées pour défendre Oui, tout à fait. En toute modestie, on a dit que j'étais le chevalier blanc des épargnants, le Zorro de la défense des épargnants. Ça dépend des jours. Mais c'est vrai, ce sont des titres dont je suis particulièrement fier parce que j'ai commencé à m'attaquer aux banques il y a 25 ans et au fil des mois et des années, j'ai effectivement contribué à bâtir une jurisprudence défavorable aux banquiers. Tout récemment, je me suis attaqué à ce qu'on appelle les fonds structurés. Vous savez, ces fameux fonds à promesse que, par exemple, la Caisse d'épargne a commercialisé sous le nom de Doubleau. 300 000 souscripteurs, doublez votre épargne en 6 ans en toute sérénité, et puis à terme, que des déceptions, évidemment. Les gens n'ont même pas récupéré leur capital au bout de 6 ans. Ah oui, dans le genre de bon, oui, c'est pas mal. Même chose, alors là, l'histoire s'accélère quand même, parce que je vous rappelle que Poincaré disait « un banquier est toujours en liberté provisoire », et tout à l'heure vous appeliez à l'insurrection contre les banques, et moi j'ai écrit en 2007 un livre qui s'appelle « Mon combat contre les banques », où je raconte toutes ces affaires, et là où je pense que l'histoire s'accélère, c'est qu'effectivement j'ai obtenu en novembre la condamnation en correctionnel de la Caisse d'épargne pour publicité mensongère sur Doubleau, et puis plus récemment en décembre et janvier, c'est la BNP qui, elle, alors avait carrément annoncé tripler votre épargne en 10 ans, toujours en toute sérénité. Et là encore, j'ai obtenu que la direction des fraudes dresse un procès-verbal pour publicité mensongère. Et je me rends compte finalement que ce que j'appelais autrefois incompétence, légèreté, désinvolture, défaut de conseil, en réalité maintenant nous sommes plus proches de l'escroquerie. Ah, carrément. Voilà. Je Enfin le bon, pense parce on que le sait, mais... je le pense parce que tous ces fonds qu'on invite le public à souscrire, ce sont en fait des machines à perdre. C'est-à-dire qu'en fait, la banque donne comme consigne aux concepteurs de ces produits, elle leur dit à tous ces mathématiciens, il faut trouver une formule mathématique qui fasse que la banque gagne à tous les coups et que le souscripteur, qui est un peu considéré comme un gogo, perde au contraire. Et ça, c'est quand même extrêmement grave et je suis en train, si vous voulez, de le démontrer dans les dernières affaires que je traite. Qu'est-ce que vous traitez, si c'est pas indiscret, Alors comme affaire, en ce moment justement, j'ai traité cette affaire de la BNP, donc qui est la plus récente, puisqu'elle est sortie en janvier, et où là, la BNP n'a pas hésité à proposer ce produit qui s'appelle BNP Garantie Jet Plus. Et sur la publicité, on voyait des avions qui partaient vers le ciel, c'était la patrouille de France, etc. Malheureusement, les avions, non seulement n'ont même pas fait du razmot, mais se sont retrouvés 10 pieds sous terre. Et, tenez-vous bien, j'ai découvert à l'occasion de cette affaire que ce produit, il avait été réservé, entre guillemets, par la BNP à ses 11 000 meilleurs clients. Alors, c'est vous dire comment les autres doivent être, comment les autres doivent être traités. C'est-à-dire que très clairement, ceux qui avaient mis 100 000 euros sur le produit, parce que c'est une clientèle assez fortunée, ne retrouvaient au bout de 10 ans que 90 000 euros. Et tout ça en euros dévalués, et sans avoir touché un seul sou d'intérêt pendant 10 ans. Donc là, il s'agit de choses absolument scandaleuses, si vous voulez, et je suis très heureux, vraiment toute modestie mise à part, de penser que grâce à mon opiniâtreté, j'ai effectivement
découvert ce poteau rose que finalement toutes nos autorités de contrôle, l'autorité des marchés financiers, l'autorité de contrôle prudentiel, elles n'ont pas vu, ou n'ont pas voulu voir. Alors justement, maître, une question que Laurent et moi on se pose, parce qu'on en parle souvent avec nos auditeurs, c'est justement l'autorité des marchés financiers. Comment expliquez-vous que l'AMF ne fait strictement rien? Mais rien de chez rien. C'est incroyable. Je vais vous l'expliquer, c'est d'ailleurs ce que je disais et dans ce livre, Mon combat contre les banques, et celui que j'ai fait ensuite aux éditions du Rocher, La révolte des épargnants. Vous voyez, je suis toujours un peu dans l'action. Hein. Et je disais que la commission des opérations de bourse, ou l'autorité des marchés financiers qui lui a succédé, ce sont comme des tours de Pise, si vous voulez, qui penchent du côté de l'establishment financier. Et ça, je l'ai dit, je l'ai écrit, et même après, lorsqu'il y a 4 ans, j'ai été convié à titre de personnalité extérieure à siéger dans la commission épargnant de l'AMF, qui se réunit tous les mois et dont je fais partie avec Colette Neuville, avec votre confrère François De Witt, avec un certain nombre de gens. Je ne savais pas qu'il y avait un journaliste qui siège. Il y a aussi Frédéric Lorenzini qui souvent passe sur BFM Télé, etc. Il y a un certain nombre de gens. Ah, ben on comprend nous sommes en face des apparatchiks de l'AMF. Et croyez-moi, les séances sont extrêmement animées parce que nous qui défendons les épargnants, on dit mais et ce scandale-là, vous l'avez pas vu, et celui-là, vous l'avez pas vu. Et malheureusement, je remarque, et je le dis, que lorsque je dénonce à l'autorité des marchés financiers des faits que je dénonce par ailleurs à la justice, je suis bien obligé de dire qu'un juge d'instruction avec une seule greffière fait plus vite et mieux que l'autorité des marchés financiers avec 650 salariés. Donc il y a là très nettement un problème. Et je vais vous prendre le cas de Doubleau, donc de la Caisse d'épargne. J'écris en juillet 2008 aussi bien à l'AMF, à ce moment-là c'était M. Prada, qu'à la justice. Et en fait, 300 000 personnes ont souscrit, ce qui est énorme, 300 000 personnes ont souscrit, et l'AMF a fait quand même une enquête, et à la fin de cette enquête, elle a confié l'affaire à son petit tribunal interne, qui est la commission des sanctions de l'AMF, et la commission des sanctions a dit « Ah non, mais les faits sont prescrits, circulés, il n'y a rien à voir ». Alors même que le tribunal correctionnel de Saint-Étienne, lui, a condamné pour les mêmes faits, voyez. Donc, il y a un très gros problème. J'ai eu souvent l'occasion de dire qu'effectivement, l'AMF penche trop du côté de l'establishment financier et que bien qu'elle affirme de président en président, de Prada en juillet, que la priorité des priorités, c'est la défense des épargnants, dans les faits, ce sont souvent des lampistes qui sont condamnés, mais les grosses affaires, Natixis, dans lequel je suis également partie civile pour des clients, toutes ces grosses affaires-là, heureusement, il y a des juges d'instruction qui sont opiniâtres, comme moi, et qui finalement, après quelques années, parce qu'il faut beaucoup d'années d'efforts en matière financière, c'est toujours très long, aboutissent quand même à condamner les banques pour les infractions. Oui, mais on peut, en vous écoutant, se demander, mais finalement, la légitimité de l'AMF, c'est quoi? Ça repose sur 650 personnes pour rien. Oui. Le problème, il est uniquement politique, c'est-à-dire qu'il faudrait une volonté politique, il faudrait mettre à la tête de l'AMF quelqu'un d'indépendant. Vous mettez Colette Neuville, malgré son âge respectable, mais en tout cas aussi accompagnée de connaissances et d'une expertise dans la défense des épargnants, vous mettez Colette Neuville exactement avec les mêmes textes réglementaires à la tête de l'AMF, et si j'ose dire, ça va dépoter, vous verrez, c'est tout à fait différent. Et vous pouvez mettre, je dirais, n'importe lequel des membres de la commission épargnant, personnalité extérieure, défenseur de l'épargne, avec les mêmes moyens, avec 650 personnes, seulement il faut savoir les orienter. Vous comprenez, c'est ça. Alors, les enquêtes sont assez bien faites, mais s'il n'en ressort rien. Mais Maître Richard, Laurent et moi, dans cette revue de presse, on voit quelque chose qui est flagrant maintenant depuis 5-6 ans, c'est que les banques ont tué la démocratie. C'est-à-dire que la justice fonctionne pour les gens de la rue, mais dès qu'il s'agit des banques qui volent les gens en plein jour, alors là, c'est fini. Comme vous venez de le dire, l'AMF ne voit rien, n'entend rien, et ils sont 650. Ça fait beaucoup de monde. Encore, il ne serait que 3 aveugles, on comprendrait. Mais 650, ça fait beaucoup de gens aveugles.
C'est un vrai scandale, ce que Alors, vous êtes en train de nous dire. Il faut arriver à changer les mentalités. Quand vous parliez d'absence de démocratie, je suis d'accord, parce qu'à chaque présidentielle, que ce soit Sarkozy contre Royal ou Sarkozy contre Hollande, en réalité, en arrière-plan, vous avez les banquiers qui, de toute façon, se frottent les mains, qui se disent que ce soit l'un ou l'autre, le vrai pouvoir, c'est nous qui l'avons. Donc, de ce point de vue, effectivement, la démocratie est confisquée parce qu'on amuse la galerie, mais derrière, ce sont les banquiers qui décident, et cela, quel que soit le discours qui soit tenu par les candidats à la présidence de la République, de droite ou de gauche. Car il est toujours de bon ton, dans une campagne électorale, de s'en prendre aux banques et de dire « vous allez voir, avec moi, vous allez voir ce que vous allez voir ». Or, en réalité, on a vu, pendant toute la présidence de Sarkozy, rappelez-vous que Sarkozy était obligé de convoquer les banquiers à l'Élysée pour leur faire les gros yeux, pour dire « quand même, cette année, vous n'allez pas prendre des bonus ». Eh bien si, ils en prenaient, ou alors ils les réduisaient. Et 15 jours après, ils étaient reconvoqués parce qu'ils avaient abandonné les bonus, mais ils s'étaient fait voter des stock options. Donc, vous voyez, je pense que je peux le dire avec l'expérience qui est la même du barreau, si vous voulez, et de tous ces combats menés au fil des années. Il y a un cynisme de la part des banquiers qui connaissent leur puissance économique, qui connaissent aussi leur capacité de peser finalement sur les décisions de justice par leur seul poids financier. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup de faire des interventions. En réalité, les banques, les grandes banques, se cachent derrière une étiquette qui représente une certaine respectabilité, parce qu'on se dit, voyons, une entreprise qui fait 6,5 milliards de profit en pleine période de crise, ça doit quand même être des gens compétents. Or, pas du tout. C'est l'inverse. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que de voir, par exemple, la BNP faire 6,5 milliards de profit en 2011, malgré la crise, et rebelote en 2012 à peu près 4,5 milliards également de profit. C'est inquiétant, surtout que certaines affaires, comme celle dont je parlais tout à l'heure, montrent que c'est de l'argent facilement gagné et disons-le de façon malhonnête. Volé. Vous avez parlé tout à l'heure d'escroquerie. Mais ça fait écho à ce qu'on a entendu durant le floriage du zapping de Canal+, où le président de Danone, alors que leur entreprise a fait des bénéfices qui ne s'élèvent à hauteur de 19 milliards, me semble-t-il, de mémoire, et que ces derniers dit, justement, il faut prendre les taureaux par les cornes, tout va bien, mais il faut prévoir la suite, donc on va licencier. Le Crédit Agricole va licencier 1400 personnes. Je crois qu'en tout cas, les dirigeants des banques sont volontairement extrêmement loin des réalités. Que ce soit, je ne vais pas citer de nom, mais quels que soient les établissements, que ce soit la Caisse d'épargne, que ce soit le Lyonnais, etc., une pression terrible est mise sur le personnel pour gagner 3 francs 6 sous, pour vendre à la clientèle des produits que le personnel ne connaît pas, ne maîtrise absolument pas. Donc tous se plaignent finalement. Les doléances des syndicats représentant les employés de banque, elles rejoignent les doléances des clients qui disent « mais nous aussi, on se trouve en face de gens qui n'ont qu'une idée, bien qu'ils se présentent comme conseillers en clientèle, ce ne sont que des vendeurs, ils veulent nous vendre. Et vous savez comment s'appelle la technique justement de ces vendeurs de produits? Ça s'appelle le bâtonnage. On reçoit M. Jovanovic, on le reçoit, et après lui avoir demandé des nouvelles de sa famille, eh bien on lui dit, mais vous devriez ouvrir un PERP, vous devriez ouvrir tel produit, celui du mois, et là on met un bâton, et sur votre feuille à la banque, il y a un certain nombre de bâtons selon le nombre de produits qu'on vous a fait ouvrir, et tout ça pour faire gagner éventuellement aux malheureux conseillers en clientèle peut-être 5 euros. Donc il y a de mauvais conseils, des conseils inadaptés qui sont donnés à des gens, tout ça pour une misère. Mais cette pression, elle vient effectivement du sommet de la banque, et en haut de la banque, sans avoir une vision caricaturale, vous avez un espèce de petit club qui se côtoient, qui se rencontrent, qui va à l'opéra ensemble, qui fument le cigare ensemble, et qui finalement, de façon extrêmement cynique, s'attribuent des bonus invraisemblables, des plans de stock options également invraisemblables, donc en décalage complet avec la base. Et si vous me permettez, cette différence entre les salariés d'en haut et les salariés d'en bas, je l'ai très bien vue dans l'affaire Kerviel, où je défendais les salariés. Je pourrais vous en dire quelques mots. Alors, j'ai... à moins que Pierre, tu veux...
Pour aller peut-être dans votre sens et bien entendu avoir votre réaction quant à cette information, l'Union européenne est une organisation criminelle, une autre preuve. C'est le titre, hein. Dans Le Monde du 15 février, je cite, l'annonce résonne étrangement en plein scandale de la viande de cheval. La Commission européenne a indiqué jeudi 14 février que les poissons d'élevage pourront à nouveau être nourris avec des farines de porc et de volaille à compter du 1er juin. Ce mode d'alimentation avait été totalement interdit dans l'Union européenne en 2001, après 5 années de crise de la vache folle, due à une épizootie d'encéphalopathie spongiforme bovine. Depuis quand les saumons mangent du bœuf? Depuis quand les esturgeons mangent du poulet? Clairement, l'Union européenne ne sert que les intérêts des multinationales agroalimentaires, principalement américaines, qui sont prêtes aux pires horreurs pour gagner 10 centimes de plus par kilo. Après la vache folle, en route vers le saumon barge. Des criminels, ni plus ni moins, prêts à empoisonner 500 millions d'Européens. Et n'oubliez pas, Obama vient d'ouvrir l'intégration de l'Union européenne dans les États-Unis. En 2014 ou 2015, les choses vont avancer très vite. Si vous ne parlez pas anglais, vous êtes mouru, dû au fait de cette future intégration. Il vous reste 2 ans pour progresser. Notre lecteur Christian nous dit, je cite, « Quelle ne fut pas ma surprise en tombant sur cette émission de BFM Business. Le libre-échange entre les USA et l'Europe à terme, comme vous le prévoyez. La tondeuse US va s'occuper de nous, les moutons. » Le pire, c'est qu'ils, BFM, ont même mis le pont au-dessus de l'Atlantique qui figure sur les billets euros. Incroyable. Je comprends mieux maintenant la télévision et autres citations anglaises par lesquelles on nous gave de force avec l'anglais, ou l'anglais, sur BFM. Je suis dépité où on nous forcera d'aller travailler aux USA à moindre coût, sans sécurité sociale, bref, comme esclaves. Sans parler d'une possible guerre avec l'Asie, c'est un peu effrayant. Fini la liberté et la souveraineté française, vive les milliardaires. Oui, alors justement, à propos de la souveraineté française, revenons à nos moutons, si j'ose dire. C'est le cas, ça fonctionne vraiment pour le coup dans tous les sens, puisqu'on est des moutons sur l'affaire du Libor. Alors, je vais lire donc à notre invité, maître Richard, maître Daniel Richard, les dernières infos. Alors, c'est une dépêche c'est un papier que j'ai écrit le 25 février. Madame Taubira est très forte pour défendre le droit au divorce par avocat pour les homos, mais quand il s'agit du scandale du Libor, comme par magie, elle disparaît. Regardez, même le Financial Times nous explique que Bruxelles a fait monter la pression dans le cadre du scandale de la manipulation du Libor, afin que les banques soient punies par les autorités de régulation. Hein, cher maître. Alors, pour la France, ce serait donc l'AMF, qu'on vient d'évoquer, hein, ça tombe bien, voilà. Ah bon? Alors, je vous lis un petit morceau là, du Financial Times. Il dit, après une enquête de 18 mois de la commission antitrust, commission européenne, l'enquête a été étendue pour inclure les manipulations sur le franc suisse, hein, sur les swaps, à toutes les autres monnaies. Alors, la Commission peut imposer une pénalité maximum équivalente à 10% de la masse que manipule la compagnie, et à chaque cartel, hein, à chaque fois qu'on l'a pris la main dans le sac. Donc, autrement dit, une banque impliquée dans les 3 manipulations peut, par exemple, avoir une amende de 30% de l'ensemble de ses revenus. Je ferme les guillemets, hein, ça c'était le Financial Times. Voilà. Donc, à nouveau, le scandale du Libor n'existe pas en France. Circuler, il n'y a rien à voir. Les banquiers peuvent vous détrousser autant qu'ils le veulent. La justice ferme les yeux. Vous me direz, elle est par définition aveugle. Hein, donc voilà. Bref, tout s'explique donc. Alors, justement, là, pour mettre vous allez intervenir tout de suite après. Notre lecteur, monsieur Le Tanou, nous dit « Le Crédit Agricole vient d'annoncer 6 milliards de pertes. Et l'action a fait un bond de 3,26 € ce matin. L'algorithme de trading haute fréquence doit avoir un coup dans l'aile. » Voilà, donc c'était sur Fortuneo. Alors je rappelle à nos auditeurs que ça s'appelle aussi un CRIC, hein, que c'est la banque Rothschild qui avait été mandatée pour faire monter au CRIC l'action de la Société Générale, donc un petit copain au Crédit Agricole. Alors vous voyez que maintenant ils perdent leurs milliards. Je pense que la BNP va annoncer également des pertes à un moment donné ou à un autre. Maître, alors justement, comment faire pour que le scandale du Libor, comme dans les autres pays, aux États-Unis notamment, hein, parce qu'il y a des class actions en ce moment, vous avez vu que l'autorité de régulation américaine distribue des amendes à toutes les banques européennes, aux Suisses, etc. C'est vraiment le distributeur de punition, mais dès que les Américains, eux, sont pris la main dans le sac, ou les Anglais, alors paradoxalement, ça ne fonctionne plus. Et
on a vu effectivement que dans d'autres pays européens, il y a des actions contre notamment en Angleterre, dans le cadre du scandale du Libor. Qu'en est-il en France et que pouvez-vous faire? Est-ce que vous pouvez prendre ce dossier Libor pour défendre les entreprises françaises qui ont confié leur trésorerie aux banques, qui dépendaient justement du Libor, que ce soit pour la rémunération de leur trésorerie ou pour les emprunts, etc. Est-ce que vous pouvez défendre les Français ou les entreprises françaises dans le scandale du Libor, puisque manifestement en France ce scandale n'existe pas? Je rappelle juste une chose, BFM a mis 3 semaines pour en parler. Nicolas Dose a dit « Je ne parlerai pas du Libor, les Français ne sont pas assez... Concernés. Non, ils ne sont pas assez réveillés le matin pour comprendre. Hein. Bien sûr, évidemment. Hein. Alors que toute la presse anglo-saxonne, je veux dire, ça a été le branle-bas de combat pendant une semaine sur le scandale du Libor quand même. Hein. Mais la presse française, elle a botté en touche. Hein. Félicitations à Monsieur Dose. Alors, de façon générale, c'est vrai que les États-Unis n'ont pas du tout la même approche que nous et que les Américains ont des moyens certainement d'action supérieurs. Par exemple, l'action collective, la class action que j'appelle de mes voeux depuis des années et des années, en France, on nous l'a promis. Une fois, c'était Jacques Chirac au moment des vœux. Ensuite, ça a été François Hollande dans son programme. Mais il faut bien voir qu'ici en France, le MEDEF ne veut pas en entendre parler. Et qu'ensuite, lorsque c'est sur le point de venir en discussion à l'Assemblée, il y a des interventions et le lobbying du MEDEF et des banques est puissant. Et donc, ce projet ne voit jamais le jour en réalité. Donc l'action collective, malheureusement, ce n'est pas demain que nous allons l'avoir. Mais il existe quand même des possibilités de grouper un certain nombre de plaignants. Et bien entendu, sur cette question du Libor, sur ce scandale qui fait que les banques se sont entendues sur le taux de base interbancaire, j'ai réfléchi avec des confrères à la possibilité de faire une action collective. Le problème auquel nous nous heurtons est technique, c'est-à-dire qu'il est extrêmement difficile de quantifier quel peut être l'impact de cette entente sur un emprunteur moyen en France. C'est très difficile de dire, ben voilà, moi, en tant que particulier, j'ai perdu à cause de cette entente des banques tant. C'est pratiquement impossible à calculer. Donc on sait que ça a eu une influence, mais pour certains, ils peuvent avoir été à certains moments gagnants. Ça dépend des jours, c'est extrêmement compliqué. Donc c'est vrai que pour ce genre d'entente, il faut... Attendez, je vous interromps, excusez-moi maître, mais je vous suis pas. Comment dans les autres, et surtout aux États-Unis, comment est-il possible justement de faire des actions globales? Je vous signale qu'en Italie, des juges d'instruction ont quand même saisi, il y a des enquêtes dans le cadre justement pour défendre les Italiens, par définition. Pourquoi en France, bon, même si vous vous heurtez à des problèmes techniques, comme on dit, pourquoi le ministère de la Justice n'a pas daigné ouvrir une enquête dans le cas du Libor comme les autres pays? Alors, ça, je comprends pas. Là, je prenais le problème vu du côté de mes clients. Oui. Mais mes clients, ils prennent le relais de pouvoirs publics défaillants. Et là où je vous rejoins totalement, c'est que le parquet pourrait très bien, de son propre chef, déclencher une information sur ce problème du Libor. Pour le moment, nous constatons qu'ils ne l'ont pas fait. Et nous, il nous est très difficile d'être l'aiguillon du parquet par le fait que nous sommes incapables de lui donner un dossier cas par cas en disant voilà exactement combien M. Dupont a perdu. Même si les autres pays ont déjà des dossiers tout prêts, puisque ça concerne tous les pays. Alors, il existe un temps pour la sanction et un temps pour la réparation. Ce sont deux choses différentes. Le parquet, il doit poursuivre des infractions, même finalement, s'il n'avait pas eu d'impact, même s'il n'y avait pas eu de victime, les infractions doivent être poursuivies. Et une infraction de cette ampleur, effectivement, mérite l'ouverture d'une information. Mais c'est au parquet de faire cela. Je vous donne un exemple, maître. Je vous donne un exemple. Je prends l'exemple de EADS, Airbus. Airbus a une trésorerie absolument phénoménale. D'ailleurs, je vous signale que dans le cadre de la crise, elle était tellement paniquée à l'idée que sa banque puisse faire faillite que Airbus, EADS ont demandé à avoir leur propre banque, quasiment. Donc Airbus, par excellence, est une victime du Libor. Puisque, n'oubliez pas, la manipulation du Libor a toujours été faite dans l'intérêt des banques et pas des clients. Vous êtes bien placé pour le savoir. C'est rarissime, si vous voulez, que la banque vous fasse une fleur et que vous gagnez avec elle. Et si elle est amenée à tricher sur le Libor, c'est par définition pour sauver sa peau. Enfin, pour gagner un maximum d'argent aussi, évidemment. Au détriment de ses clients. Je voudrais dire aussi que ce n'est pas la première fois
que les banques s'entendent sur le dos, finalement, du public, de nous tous. Parce que, rappelez-vous, il y a quelques années, les banques s'étaient entendues pour ne pas répondre positivement aux demandes de renégociation de prêts. Ce Oui. n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup de nos compatriotes, justement, se précipitent vers leur banquier en disant « Attendez, le taux a beaucoup baissé, je vous demande de renégocier à la baisse ». Ils l'obtiennent. Mais il y a quelques années, la Commission de la concurrence a mis à jour le fait que les banques s'étaient entendues entre elles, et quand vous alliez consulter vos banquiers, ils disaient « Non, il n'en est pas question, mais d'ailleurs, ça ne vous rapportera rien ». Enfin, ce n'est pas la première fois qu'il y a des scandales de cette nature, et pourtant, à l'époque, il y a eu des sanctions de la Commission de la concurrence. Pour autant, les victimes, si vous voulez, n'ont pas été indemnisées aussi pour ces mêmes raisons, parce qu'il était extrêmement difficile de quantifier un par un ce que ça avait pu leur coûter. Mais en tout cas, c'est un problème extrêmement important, un scandale de plus, c'est vrai. Et nous partions tout à l'heure de cette idée d'absence de démocratie avec la confiscation finalement du pouvoir par le pouvoir financier. C'est vrai que tout est politique dans cette histoire. Si à la tête du pays nous avions quelqu'un qui voulait vraiment s'attaquer aux banques, je pense qu'il pourrait utiliser un très grand nombre de moyens. Et par exemple, j'en ai trouvé un plus récemment, c'est celui de ce qu'on appelait autrefois la direction des fraudes, et qui maintenant s'appelle d'un nom un peu plus savant, ou DGCCRF, concurrence, etc. DGCCRF, ouais. Ou alors, encore mieux, direction de la protection des populations de Paris. C'est beau. Mais en tout cas, voilà des garçons qui travaillent dans cette appelons-le direction des fraudes, c'est plus simple, qui, armés d'un seul stylo et d'un bloc, lorsque vous déposez, et ça il faut le dire à vos auditeurs, lorsque vous déposez une plainte à la direction des fraudes, eh bien cette plainte, elle est étudiée sérieusement. Les inspecteurs de cette direction apparemment n'ont peur de rien, puisque dans les derniers succès dont je vous ai parlé, très souvent, ils ont été dus à l'intervention de la direction des fraudes, soit à mon initiative, soit parce que le parquet avait décidé de les nommer pour enquête. Donc dites bien à vos auditeurs, Ah bah vous êtes là pour leur dire. je leur dis, quand vous avez un problème avec votre banquier, eh bien finalement écrivez de préférence à la direction des fraudes plutôt qu'à l'AMF. Le D'accord. résultat est plus efficace. Alors, juste pour revenir sur l'AMF, parce que là enfin, en tout cas, ça nous travaille, là je vois Laurent également, je ne comprends pas comment l'AMF peut pencher systématiquement et surtout ne rien faire. On l'a vu depuis le début de la crise. Alors, on ne peut pas dire... Il n'y a pas un seul... Pardon, il y a pas un seul banquier, que ce soit aux États-Unis, en Angleterre ou en France, qui était jeté en prison. Malgré... Alors, l'AMF, d'abord, n'a pas les pouvoirs. Il faut que je sois forcément un peu plus, non pas modéré, mais simplement vous dire la réalité des choses. L'AMF n'a pas le pouvoir de mettre un banquier en prison. Ça, c'est la justice. L'AMF a possibilité de sanctionner des irrégularités et des manquements aux règles du marché, etc. Bon, voilà ce qu'elle peut faire. Alors, Oui. vers qui se tourner dans ce cas-là? Ah oui, voilà. Parce C'est la que si DGCCRF. Voilà. Donc, Eh ben, je dis pour des Oui, problèmes de effectivement qui préférence. concernent les particuliers, je pense que dans bien des cas, une saisine de la direction des fraudes, de la DGCCRF, peut avoir une efficacité plus grande. Voilà ce que je dis. Sans pour autant avoir Alors, à se... on ne peut pas dire que l'AMF ne fasse rien, mais je vous ai dit tout à l'heure qu'avec une volonté plus forte, plus affirmée Des politiques. de protéger les épargnants. Moi, j'ai souvent l'impression que malgré les talents qui sont au sein de l'AMF, parce que ce sont souvent des jeunes hyper diplômés qui ont des connaissances, etc. C'est pas facile, les règles du marché, quand vous travaillez à la nanoseconde, etc. Il faut arriver à faire quelque chose. Il y a des choses qui sont faites, mais pas suffisamment. Dans les Ils sont scandales 650, qui effectivement, quand même. qui touchent les particuliers, eh bien, effectivement, je considère que l'AMF n'est pas assez efficace, voire pas efficace. Donc, avant de... C'est volontaire, à votre avis? C'est ce que, vous savez, Le Canuet appelait les pesanteurs sociologiques. Ouais. Je vais vous expliquer pourquoi. Les jeunes diplômés qui rentrent à l'AMF, c'est souvent un premier poste. Or, ce qu'ils veulent, c'est faire carrière dans la finance et dans la banque. Quand vous avez des contrôleurs, je termine la phrase, quand vous avez des contrôleurs dont le rêve affiché est de prendre la place des contrôlés, ça n'incite pas à une très grande sévérité. C'est Vous comprenez ? sûr. Vous allez aller contrôler avec sévérité une grande banque française en vous disant, de toute façon, ceux-là, je ne pourrais pas y mettre les pieds, ils vont se souvenir de moi. C'est
humain. Mais c'est dommage, il ne faut pas que ça soit conçu de cette façon-là. Ouais, Tout bien est sûr. à reprendre. Bien sûr. Ça a Lorsque- été volontairement conçu dans cet esprit-là, en fait. Alors, pour ce qui est de la répression des fraudes, est-ce qu'il est dans l'intérêt, au-delà de déposer une plainte, de se regrouper en tant qu'association ou groupe auprès d'un avocat comme vous, par exemple? Est-ce que ça a plus de poids pour la répression des fraudes? Certainement. En réalité, si vous voulez, sur des sujets qui concernent des milliers d'épargnants, voire des dizaines de milliers d'épargnants, le regroupement est souhaitable. Et le regroupement se fait souvent de façon spontanée. Par exemple, ceux qui avaient souscrit du produit Doubleau de la Caisse d'épargne ont créé un blog, un collectif de lutte contre les abus bancaires. Ils s'appellent les doubloïstes, ceux qui ont souscrit. Et ils ont fait un travail extrêmement important. Et ils continuent à faire un travail important parce que l'affaire a commencé en 2008, on est en 2013, et ils sont toujours là, et ils ont 600 adhérents. Alors, je pense qu'il faut les deux, si vous voulez. Le travail d'une association n'est pas le travail d'un avocat, mais il m'arrive souvent de fédérer autour d'un sujet commun des groupes, effectivement, de souscripteurs, d'épargnants. Alors, est-ce qu'on peut fédérer justement les auditeurs, les lecteurs, enfin les Français de manière générale, pour qu'il y ait une action dans le cadre du Libor? Alors, je pense que si vous voulez, ce n'est pas ce regroupement qui va provoquer, indépendamment de l'inertie actuelle de nos pouvoirs publics, une action énergique sur le Libor. Mais une fois que cette action aura été lancée, peut-être simplement par contagion avec les pays européens, qui vont certainement demander aussi des comptes aux banques françaises, c'est parfaitement possible. Il est possible qu'une procédure qui soit ouverte dans tel ou tel autre pays d'Europe puisse avoir des implications et qu'à ce moment-là, les autorités françaises, qu'elles soient de justice ou de contrôle, soient obligées effectivement elles-mêmes d'agir. D'ailleurs, je crois qu'en ce qui concerne le Libor, il y a une enquête quand même qui est actuellement menée par l'AMF. Mais le problème des enquêtes de l'AMF, c'est que on apprend que par des indiscrétions dans la presse, leur existence, et on n'en a que rarement les résultats, puisque si à la fin de l'enquête, il n'y a pas de transmission au parquet, à ce moment-là, vous ne savez pas ce qui s'est passé. Et ça, c'est une chose aussi très importante que je voulais dire à vos auditeurs, c'est que moi, je milite pour que les enquêtes de l'AMF soient ensuite publiées. Parce que même si elles n'aboutissent pas à une transmission au parquet, donc même s'il n'a pas été trouvé d'infraction pénale, à l'intérieur, les auditions des uns et des autres peuvent être extrêmement instructives pour les avocats notamment et pour des souscripteurs victimes de tel ou tel produit. Donc c'est dommage que toute cette qualité intellectuelle, toutes ces recherches finalement restent comme une zone grise. Ça, j'ai eu l'occasion de le dire souvent à l'AMF. Il y a eu un groupe de travail aussi qui a étudié justement la possibilité de rendre ces enquêtes publiques. Je pense que ce serait un très gros progrès parce que à chaque fois, les uns les autres, vous, moi, on apprendrait beaucoup de choses. Autre élément, BAL 3 avait été signé, c'était quand, Pierre, fin 2011, début 2012? Oui, 2 ans à peu près. Hein, et donc ces règles devaient quand même d'autant plus structurer les banques, notamment leurs fonds propres, de ce qu'elles devaient renflouer. Qu'est-ce qu'il en est justement et dans quelle mesure est-ce que les banques finalement mettent de côté BAL 3 qui est assez dérangeant pour eux, pour avoir d'autant plus les coups des franches? Je ne suis pas qualifié pour vous répondre sur cette question-là. Je suis sûr que Pierre Jovanovic en sait beaucoup plus que moi sur l'application de BAL 3. Mais de façon générale, voyez, j'ai l'impression que tout ce qui est réglementation européenne et autres, transcription dans la législation française, on fait beaucoup de choses qui apparaissent... je ne parle pas pour justement les fonds propres, c'est important, mais souvent dans la traduction des règles européennes, on a l'impression d'une technocratie qui s'ajoute à une autre technocratie, à des choses qui peut-être compliquent l'existence des différentes entreprises sans apporter
tellement de garanties supplémentaires aux épargnants. Vous savez, j'ai eu l'occasion de dire que finalement, si vous présentez un beau dossier qui, sur le plan formel, peut obtenir l'agrément de l'AMF, comme autrefois l'agrément de la COB. Bon. Comme le dit l'AMF, ce n'est pas une invitation à souscrire. On donne l'agrément parce qu'on a surveillé qu'il y avait telle ou telle case dans le dossier qui était remplie. Mais si le produit est pourri, il reste un produit pourri, même s'il a été présenté dans les formes officielles. Donc moi, je suis pour qu'on aille au fond des choses et pas simplement justement dans la traduction de règles qui s'empilent les unes aux autres et qui n'apportent pas une véritable protection. En fait, les banquiers jouent le temps. C'est-à-dire que, parce que là vous avez l'expertise là-dedans, ils ont présenté ça à leurs clients, vous allez doubler voire tripler votre capital en X années, et au bout du compte, non seulement les gens n'ont rien vu, mais en plus ils ont récupéré infiniment moins quand ils récupèrent quelque chose. En fait, on a l'impression que c'est calculé, c'est-à-dire qu'en fait ils attendent justement le temps qui passe pour que ça se dilue, pour que tout ça se noie. Alors, est-ce que vous avez calculé, par exemple, dans les deux affaires que vous avez évoquées, tout l'argent qu'elles ont pris? Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Et ce qu'elles ont finalement, et encore, c'est parce que vous avez agi, qu'elles ont rendu. Justement, mais sinon, elles le regardaient par demeurel. Alors, si vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus. Tout à fait. C'est vrai que c'est une grosse satisfaction quand on est avocat. Bon, profession absolue, que j'exerce avec passion, que j'exerçais déjà avec passion il y a 30 ans, et encore plus peut-être actuellement. Je pense que c'est une profession extraordinaire. Mais justement, l'avocat, il est le grain de sable qui empêche la machine d'écraser en rond, si vous voulez, et surtout dans ces affaires financières. Je vous donne les chiffres. En ce qui concerne Doubleau, 300 000 souscripteurs, Doubleau de la Caisse d'épargne, 2,13 milliards collectés. Pendant 6 ans, les caisses d'épargne ont disposé de 2,13 milliards qu'elles ont fait fructifier et dont les épargnants n'ont pas vu la couleur. Ce sont des sommes considérables, sans compter les droits d'entrée, qui doivent se monter à 200 millions d'euros, sans compter les frais de gestion, qui sont à peu près du même acabit. Donc c'est des sommes considérables. Pour la BNP, en ce qui concerne le produit BNP Garantie Jet 3, c'est 253 millions d'euros, j'allais dire seulement collectés, mais dont la banque a profité pendant 10 ans. C'est 8,5 millions de droits d'entrée qui ont profité à une filiale Cardiff Assurance Vie, et une autre filiale a touché 20 millions d'euros sur les frais de gestion pendant 10 ans. Donc ça fait des sommes quand même intéressantes. Et ce qui me surprend, si vous voulez, c'est que il y a des gens dans les 300 000 souscripteurs de Doubleau, dans les 11 000 souscripteurs du produit de la BNP, qui se sont plaints. Il faudrait que je puisse vous montrer les lettres qu'on leur répond, avec quel cynisme, quand vous savez ce que vous avez fait. Comment peut-on répondre aux gens en leur disant simplement « Écoutez, vous auriez pu perdre bien davantage, etc. » C'est hallucinant. Oh, vous aurez pu mourir, c'est hallucinant quand on sait ce qu'ils ont fait pour mobiliser cet argent impunément. Et c'est vrai que c'est une grosse satisfaction pour l'avocat que je suis de se dire « Mon Dieu, si je n'avais pas déposé cette plainte, si je n'avais pas fait ça, eh bien, personne n'aurait été remboursé, personne n'aurait pu obtenir une indemnisation. » Donc c'est vrai que c'est une grosse satisfaction. Il y a plein d'autres affaires dans lesquelles il n'y a pas eu... Là, vous avez regroupé tous les clients. Là, comment vous avez fait? Là, en fait, vous savez, ils sont venus par le bouche à oreille. Il suffit d'abord... Bon, c'est vrai que, à force d'écrire des livres, de gagner des procès contre les banques, mon nom est assez visible sur Internet. Donc, c'est vrai que, vous savez, tous les jours, je reçois des lettres et je lis toutes les lettres. Et parfois, je dis, ah, là, il y a vraiment quelque chose de tout à fait anormal. Et des affaires peuvent porter sur un petit montant et présenter un très grand intérêt juridique et judiciaire si cette affaire concerne des milliers, des centaines de milliers de personnes. Moi, derrière chaque dossier, ce qui m'intéresse, c'est le problème de société qu'il pose. Voilà. Ah, justement, c'est vrai. Vas-y, Laurent, pardon. Oui, Bruno Boulevcade, dont on a reçu le témoignage à l'antenne plusieurs fois, qui fait boule de neige. Alors Bruno Boulevcade, que Pierre a appelé le Gandhi de Lons-le-Saunier. Parce que Lons-le-Sommier. Oui, parce que les habitants dorment debout quand ils le croisent. Oui. Qui est maintenant suivi par d'autres clients mécontents en France.
a gagné son procès contre la Société Générale qui a voulu lui interdire d'être juste sur le trottoir en face de son agence. Oui, j'ai suivi Vous ça. avez Oui, suivi. oui, Donc tout à fait. la Cour d'appel de Besançon donne raison à Bruno Boulevcat qui peut rester devant l'agence de la Société Générale. Après le tribunal de Lons, la Cour d'appel a estimé que sa présence ne causait pas un trouble manifestement illicite. Lire ici donc le Progrès pour en savoir plus. Le plus drôle est que le numéro de téléphone de l'agence Société Générale de Lons-le-Saunier est bloqué car des gens téléphonent du monde entier pour demander de ses nouvelles. Je trouve ça génial. Comme Lons ne répond plus, maintenant des Français concernés par la santé de Bruno appellent le numéro du siège à Paris. Ci-dessous donc une émission de la Bête Média ignorant superbement le pauvre Bruno tout seul dans son coin. Ils auraient pu quand même l'inviter sur le plateau. J'invite tous nos auditeurs à aller sur le blog. Regardez cette photo, elle est absolument géniale. Alors c'est une photo qui a été prise sur la place, parce que la banque est sur une grande place de la Lons-le-Saunier. Et donc il y a un chapiteau FR3, donc il y a un gros logo FR3 sur le toit sur le chapiteau. Et donc on voit on voit des journalistes, des techniciens FR3 en train d'interroger, filmer des invités. Voilà. Et puis au bout, au fond, on voit, parce qu'il est tout en rouge, genre pompier, vous voyez, pour qu'on le voit bien, on voit Bruno Boulevcat qui assiste de loin à l'émission. C'est-à-dire que la France 3 n'a même pas daigné l'inviter. C'est quand même absolument extraordinaire. C'est le dédain total des médias. Parce qu'il n'y a pas que les médias aussi sont en train de botter en touche. Comment vous expliquez ça, Daniel? Vous connaissez bien le monde des médias parisiens pourtant. Comment vous expliquez que les médias français, je pense notamment à BFM, iTélé, etc., ne parlent absolument pas, je ne parle pas de Bruno, mais de l'ensemble des scandales financiers. Écoutez, la presse économique, vous savez pourtant que j'ai beaucoup d'amis journalistes, et depuis longtemps, mais la presse économique est quand même très très proche du pouvoir économique. Oui. Je vois rarement des articles très critiques. Et puis, par exemple, disons-le, le Figaro économique, vous ne le verrez que très rarement traiter des procès que j'ai gagnés contre les banques. Je pense que ça ne se produit pratiquement jamais. Il ne faut pas que le Figaro parle de vous, quoi. Le Parisien, en revanche, parce qu'il est proche de ses lecteurs et qu'il sait que ce sont des sujets qui intéressent beaucoup le grand public, le Parisien fait largement écho, effectivement, au combat que je mène contre les banques. Ils font régulièrement écho de procès que j'ai pu gagner. Mais la presse économique, je n'en attends rien, si vous voulez. C'est pas la peine. Et en plus, dans la période où nous trouvons, où les journaux souffrent tant, etc., c'est pas forcément le moment qu'ils vont choisir pour être le plus courageux, parce que même si vous avez un journaliste qui va dire « je vais publier ça », son rédacteur en chef va certainement lui dire mais un peu la pédale douce. Voilà. Alors justement, puisqu'on parle des médias, Laurent, si tu veux, chaque journaliste est pris en charge à raison de 40 000 € grosso modo par les Français, tu veux le lire? Oui, volontiers, dès le moment où je retrouve rapidement alors, pendant que tu le retrouves, c'est notre lecteur Axel Roffy qui a vu ceci. Alors il dit, vous pointez souvent la servitude des médias envers le pouvoir politique. Pour comprendre pourquoi ils sont tellement à plat ventre, je vous envoie le rapport de la Cour des comptes sur la presse écrite. Je pense que vous l'avez vu, cher maître. Donc voilà, donc il y a un lien. Vous allez voir. Alors pas obligé de le lire entier, mais je vous fais le résumé, dit-il, de Axel, en sortant les phrases les plus probantes. Alors écoutez bien, parce que ça va dans votre sens finalement. Sur la période 2009-2011, le plan d'aide du gouvernement s'est donc traduit par plus de 450 millions de dépenses budgétaires supplémentaires. En prenant en compte le coût de l'avantage TVA à 2,1 par rapport au taux normal de 19,6, le total cumulé des aides directes et indirectes accordées au secteur de la presse écrite sur cette même période peut être estimé à 5 milliards d'euros. Pour un secteur avec 80 000 employés et la moitié de journalistes, si on compte par journaliste, 5 milliards sur 3 ans, donc grosso modo 1,6, etc. Donc ça nous donne 40 000 € par an par journaliste, et surtout l'ensemble du secteur. Alors, avec les 80 000 employés, on est dans un secteur subventionné à hauteur de 20 000 € par an et par employé. Alors, écoutez bien, Le Monde est aidé à hauteur de 18,5 millions par an, Le Figaro, nos amis du Figaro, 17,3 et Libération 7,9. Donc on comprend mieux effectivement la révérence et pourquoi les médias ne parlent pas. Pourquoi dans les médias on n'a pas vu la crise, pourquoi les 3 premières années la crise n'a jamais existé, voilà. Donc là nos auditeurs le comprennent. Et alors il y a un journal justement qui disait que Ouest France disait, alors ça je l'avais écrit, que Ouest France a essuyé la première perte de son histoire.
Donc c'était résultat d'exploitation négatif de 5 millions d'euros, dû à un recul des recettes publicitaires, tandis que la diffusion restait stable. Alors, stable, pardon. Donc le journal, j'ai terminé le papier en disant Ouest France, c'est le journal qui s'en sort le mieux dans le monde occidental, mieux que le Washington Post. Hein. Mais en fait, ce que le Ouest France oublie de dire, si vous voulez, c'est que ce sont les millions d'euros qu'il reçoit en aide par an. Donc techniquement, son déficit devrait être beaucoup plus grave et il aurait déjà dû licencier un certain nombre de gens. Donc on comprend que là, la presse dépend du gouvernement, des aides du gouvernement. Alors, et des banques. Alors en tant qu'avocat, qu'est-ce que vous en pensez? La presse non, pardon, cher maître. En tant que citoyen, c'est un simple citoyen, qu'est-ce que vous en pensez? De toute façon, moi j'ai toujours été un très grand dévoreur de presse. Hein. Je suis très attaché à la presse écrite, mais je suis obligé de constater que maintenant, on s'oriente vers un système où il n'y aura plus de presse écrite, où on la lira comme on commence depuis des années à le faire sur Internet. Je constate aussi que le quotidien est très cher maintenant. Il faut payer un peu plus d'1 euro, alors que finalement vous trouvez à peu près la même chose que dans un gratuit que vous lisez dans le métro. Les jeunes qui n'ont pas notre culture de papivore, se contentent très bien des gratuits et d'Internet. Donc on va forcément vers ce régime-là. Pour le moment, la presse est sous perfusion, mais pour rebondir sur ce que nous disions tout à l'heure, il est certain que ça n'incite pas la presse à être extrêmement courageuse. Et moi, je pensais à ce que vous disiez même avant que j'arrive. Je vous entendais, bien sûr. Et ce que je regrette beaucoup, c'est que notamment les chaînes d'information continue se polarisent dans une journée ou dans une semaine sur 2 infos. Par exemple, l'histoire de la viande de cheval, et l'histoire du pape. Le pape, c'est important, bien sûr, mais enfin, tout le monde n'est pas ou n'est plus catholique dans notre pays. Je n'ai pas vu que, en dehors de la démission du pape, les journaux attachaient une telle importance même à l'existence du pape. Et là, d'un seul coup, on aurait dit qu'il n'y avait que ça. Remarquez, pour la libération de Florence Cassé, c'était pareil. Personnellement, moi, j'ai fermé le poste. Je suis incapable de vous dire si elle est blonde ou brune, tellement ça m'a énervé. Parce que je trouvais que faire toute la journée sur la libération de Florence Cassé, alors qu'il se passe bien d'autres choses. Et par exemple, vous citiez ce monsieur qui est à Lons-le-Saunier et qui fait, depuis fait la grève depuis 240 jours. Vous pouvez aussi citer la personne qui s'est immolée devant on en a parlé. des UNEDIC, etc. Ce sont des problèmes de société, en ce sens, qui reflètent, qui révèlent quelque chose de très important qui va se passer, parce que ce sont malheureusement des signes qui ne trompent pas. Mais on préfère finalement faire une forêt de micros. Vous avez une forêt de caméras sur une chose qui est importante, bien sûr, mais qui ne mérite pas qu'on lui consacre toute la journée et toute la semaine. Parce que même pour les spectateurs ou auditeurs que nous sommes, ça n'est pas intéressant. Alors, d'ailleurs, juste pour aller dans le sens, puisque vous écoutiez pendant qu'on était avec Pierre, lorsque on a mis en avant, que ce soit la BNP ou d'autres banques, ou Crédit Agricole, qui souhaitent faire en sorte de ne plus vous envoyer votre relevé bancaire papier, mais vous invitent directement, sans que vous ayez donné votre accord, à ce que vous receviez. Vous le supprime, oui. Voilà, vous le supprime, et maintenant c'est par Internet. Alors écoutez, moi, il se trouve que je suis à la BNP depuis 40 ans et je reçois effectivement pratiquement tous les jours des messages m'invitant mais pour le moment, on ne m'a pas forcé la main. On ne m'a pas dit, voilà, vous aurez ça. Je ne peux pas dire. On comprend bien que la banque ou les banques trouvent un intérêt à cette nouvelle formule, certainement. On essaie de vous faire la morale en vous disant, comme ça va économiser beaucoup de papier, beaucoup de choses, etc. Pour le moment, moi, je ne peux pas dire qu'on m'ait forcé la main. Mais j'ai entendu qu'un de vos auditeurs avait eu cette mésaventure. Oui, c'est principalement, je crois, les clients à l'étranger. Donc, manifestement, ça leur coûte trop cher d'envoyer le relevé à l'étranger. Alors, une autre conséquence, c'est l'opposé des immolations, justement, que vous avez vu avec nous. Là, c'est une information qui vient de sortir. Depuis le temps... c'est moi qui le dis, qu'on devrait envahir le Luxembourg, mais c'est une autre histoire. Écoutez bien, record pour les fonds luxembourgeois de 2383 milliards d'euros. C'est le niveau atteint en 2012
par les fonds domiciliés au Grand-Duché, soit une hausse de 13,7% sur un an. Donc ça, c'est global. Hein, il n'y a pas que la France là-dedans, hein, il y a également d'autres pays. Alors, l'association luxembourgeoise des fonds d'investissement, l'ALFI, hein, a annoncé mercredi, enfin il y a 15 jours, des chiffres records pour les fonds luxembourgeois, donc qui représentent 30% des actifs européens. Vous imaginez 30% des actifs. Donc c'était dans l'essentiel, hein, le journal luxembourgeois. Alors c'est absolument énorme. Et j'ai une autre information qui va dans ce sens-là. Alors je ne sais pas où elle est dans tous nos papiers, mais effectivement, où tous les jours, je crois, c'est 3 ou 4 grandes fortunes françaises qui quittent le pays. En ce moment même. Hein, alors, je ne suis pas sûr de là, je le donne de tête, hein, donc vous vérifierez sur le blog. Alors, que pensez-vous justement, cher maître, vous qui combattez les banques, justement, qui défendez les Français vis-à-vis des banques, tiens, justement, ce qui nous intéresse, que ressentez-vous en ce moment même avec toute cette crise et avec toute cette désinformation des médias ? Moi, je suis comme vous tous, c'est-à-dire le matin, quand je pars travailler, j'ai déjà pris dans les oreilles un plan de licenciement de 12 000 personnes, un autre de 8 000, etc. Et on a l'impression de porter ça sur nos épaules. Et fort heureusement, dans la journée, on voit quand même des gens qui travaillent, etc. Mais c'est vrai que les informations qui nous sont données, je crois qu'on est passé en quelques mois de 800 personnes en France qui perdent leur emploi chaque jour. On est passé à 1500. 1500 maintenant. Peut-être 1500. Donc, et puis on voit bien ce qui se passe autour de nous. On a l'impression que c'est quand même, si ce n'est la fin du monde, la fin d'un monde. On voit bien que les jeunes, même diplômés, ne trouvent pas de travail, qu'il y a d'ailleurs un tassement des salaires finalement entre ceux qui n'ont pas de diplôme et ceux qui en ont. Quand on voit que des gens archi-diplômés peuvent commencer à 1500 euros, on se pose des questions. Puis on voit aussi le raccourcissement de la durée de travail, puisque c'est la course au diplôme, ça existe depuis longtemps. Donc on commence à travailler à 25 ans et à 48 ans, on est licencié. Et tout ça avec une espérance de vie qui fait que, regardez Stéphane Hessel, il est mort à 15 ans. Voilà, alors on comprend bien, sans être grand mathématicien, qu'il y a un problème, qu'il va y avoir un problème sur les retraites, etc. Je voudrais dire un petit mot sur le Luxembourg, mais c'est anecdotique un peu. Hein. Mais je dirais à vos auditeurs qu'il est extrêmement difficile de trouver au Luxembourg un avocat qui accepte de s'attaquer à des banques. J'ai eu des procès au Luxembourg, comme par hasard. Et à part un couple d'avocats eh bien, ceux-là acceptent d'être correspondants. Mais sinon, étant donné que l'activité bancaire est la principale, ça n'intéresse personne d'être le correspondant d'avocat à Paris qui plaide contre les banques. Alors, en revanche, j'ai fait l'expérience à Monaco. J'ai gagné contre une banque à Monaco. Et là aussi, ça fait un drôle d'effet parce qu'il y a beaucoup de banques. Et on a l'impression aussi que là, les pesanteurs sont assez fortes. Donc, il ne faut pas désespérer. Alors, à vous entendre, je pense, enfin, ça m'est venu comme ça, mais on a l'impression qu'effectivement, Luxembourg est à l'image. C'est-à-dire qu'ils ne vivent que des banques, des finances, donc aucun avocat quasiment n'a accepté de vous aider. Oui, j'en ai trouvé. Pourtant, tous les fonds Madoff étaient au Luxembourg. C'est à cette occasion d'ailleurs que j'ai été amené à avoir besoin de correspondants au Luxembourg. J'ai plaidé aussi, je plaide assez régulièrement à Bruxelles, je ne rencontre pas la même difficulté. Là, on trouve très facilement. Donc il faut envahir le Luxembourg. Je ne sais pas, pacifiquement bien sûr, mais oui, d'ailleurs je vois quand même assez peu de nos compatriotes qui, même pour des raisons fiscales, vont s'installer au Luxembourg. Alors, juste une chose. Alors, écoutez bien cette info parce que je pense que vous aurez des choses à nous dire. Tout à l'heure, on a lu un papier, je ne sais pas si vous l'avez entendu, que la France coule, etc. Là, c'est l'Angleterre qui coule, mais Sa Majesté matraque les Anglais, hein, comme François Hollande matraque les Français. Alors, en Angleterre, c'est guère mieux. Voilà. Fait média génial, Moody's a dégradé la note de l'Angleterre de AAA à OSTC. Hein, on s'en tape le coquillard. Voilà. Le vendredi, très tard. Donc, du coup, la nouvelle tombe en week-end et son impact est largement amorti. Lundi, il y aura 10 autres infos pour la faire oublier. Mais quand même, 3 Britanniques se sont déguisés en lettre A et se sont postés devant la résidence du Premier ministre Downing Street. Alors, moi j'ai vu les images sur Sky News. Attends, j'étais mort de rire. Attends, il n'y a que les Anglais pour faire ce genre d'action. Attends, vous voyez 3 adultes, hein, donc déguisés en lettre A et qui se promenaient comme ça. Et ensuite, ils se sont... Alors, je crois qu'ils l'ont abandonné au-dessus de la... Ils les ont s'envoler au-dessus de la Tamise. Voilà. Donc, c'est quand même... Nous, on n'a pas vu de
de Français déguisés en AAA qui ont défilé devant l'Élysée. Vous voyez, c'est quand même, on voyait que les Anglais s'intéressent beaucoup plus à la vie financière de leur pays, alors qu'en France, on a l'impression qu'on laisse ça aux banques ou à quelques soi-disant experts ou spécialistes. Ouais, hein. c'est écho Alors, mais écoutez la D'abord, nouvelle. le triple A, ici, on pense plutôt à l'andouillette que Voilà, à exactement. l'augmentation, hein, Exactement. faut le dire quand même. hein. Bien sûr. Alors regardez bien le nouvel impôt britannique qu'ils ont inventé. Donc c'est l'impôt sur la chambre vide. Si vous avez une pièce vide dans votre maison ou dans votre appartement, eh bien vous serez taxé. Voilà. Bedroom tax plans are perverse. Donc là il y a tout un débat en ce moment. Ici, ça s'appellerait une Duflo tax. Une Duflo tax, voilà. Donc c'est plus compliqué que l'impôt sur la jolie vue. Ça c'est aussi un impôt anglais. Si vous avez une Ouais, jolie c'est vue vrai. de votre Ah. appartement ou de votre manoir, alors vous êtes C'est plus surtaxé. subjectif. hein. Ouais, Le vide absolument. et l'esthétique, c'est... Une pelouse non coupée, alors je crois que c'était aux États-Unis, ou la longueur du laisse du chien, etc. Bientôt, un impôt sur les vêtements que les Anglaises ne portent pas. Voilà. Donc c'est une nouvelle taxe encore inventée par les Anglais. Donc on voit bien qu'ils sont aussi désespérés. Le Bercy anglais est aussi désespéré que le Bercy français. Et donc ils sont en train de raser littéralement les populations. Là, si vous recevez des allocations logement et que vous avez le malheur d'avoir une chambre non occupée, donc pour les Anglais, eh bien, ils réduisent les allocations. Donc c'est une forme d'impôt. Voilà où ils en sont. Et ça rejoint la proposition du ministre, du député, ou je ne sais plus qui, pour taxer les allocations familiales. Alors vous qui avez des enfants, quand même, un certain nombre d'enfants, je veux dire, comme tous les Français, enfin je sais pas, moi je trouve ça absolument scandaleux. Quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Surtout que moi, j'ai 5 enfants. Alors évidemment, entre 5 ans et 32 ans, pour ne rien vous cacher. Donc j'ai un vaste panorama des joies Des et générations. des difficultés des générations. Sur les allocations familiales, que pourrais-je vous dire? Mais on Non, mais s'éloigne un peu l'idée de les taxer. De toute façon, c'est vrai que pour un certain nombre de personnes, toucher 100 € de plus n'est pas... Je pense que c'est même pas le taxer, c'est la façon dont c'est réparti. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, il y a des gens qui en ont plus besoin que d'autres. Et c'est plutôt là. Maintenant, l'idée de tout taxer ne me plaît pas du tout non plus, bien évidemment. Donc j'abonde dans votre sens. Moi, ce qui me choque plus, si vous voulez, c'est cette impossibilité que nous avons dans notre beau pays d'économiser sur la dépense publique. Je vois que malgré tout ce qu'on dit, on continue à créer des commissions administratives pour tout et pour rien. C'est incroyable. Comme par exemple, il y a 2 ans, j'ai eu un appel du médiateur de l'énergie. Je croyais que c'était une plaisanterie, je pensais que ça n'existait absolument pas. Je venais de gagner un procès contre GDF pour une personne qui avait reçu une note absolument faramineuse, genre 21 000 € de gaz alors qu'elle était retraitée. Bon, et j'avais gagné un procès pour elle. Et ce médiateur m'apprend qu'il a 40 personnes sous ses ordres, des bureaux près de l'Opéra. Et je lui dis, mais alors il me dit, ça m'intéresse que vous me donniez le jugement. Pour nous, ça peut nous aider. Mais je lui dis, mais qu'est-ce que vous faites exactement? Et il m'apprend, nous n'avons aucun pouvoir de coercition. Donc ils font des dossiers, ils les classent, ils écrivent vaguement à GDF, vous avez fait des factures exagérées, et il ne se passe rien. Et là, on emploie 40 personnes pour faire ça. Après, comme toutes les institutions, ils font des rapports, ils font des congrès, des colloques, et tout ça aux frais du contribuable. Regardez le nombre de commissions administratives qui se créent. À chaque fois qu'il y a un problème, on vous fait une commission. Et ça existe depuis longtemps. Mais il me semble que maintenant, on aurait dû tailler là dans toutes ces... il faudrait prendre... surtout si on n'en fait rien des rapports. Voilà, mais non, mais c'est terrible. Là, on est en train de crever de cette multiplication Et puis, il y a le fait aussi de la décentralisation qui fait que toutes les collectivités locales sont extrêmement dépensières aussi et qu'il y a des doublons. Bien sûr. Donc c'est ça aussi. Je pense qu'avant même de parler des allocations familiales et tout, il faudrait économiser sur la dépense publique. Ah oui, mais là vous touchez aux privilèges des députés, de tous ces braves gens qui ont casé leurs amis, leurs proches, etc. dans ce genre de commissions qui ne servent à rien, comme vous venez de le souligner. Alors Pierre, excuse-moi, juste une seconde. J'aimerais qu'on puisse faire une respiration musicale, ça fait quasiment maintenant 1 heure. Attends, juste... alors, maître, est-ce que vous pouvez donner votre mail? Je suis d'accord pour respirer, moi. Est-ce que vous pouvez donner votre mail aux auditeurs qui éventuellement voudraient vous contacter? Avec plaisir. Alors, c'est Daniel Richard, avocat,
Alors, comment vous écrivez ça? En un seul mot, sans S. Non, mais il n'y a pas de point, il n'y a rien. Non, il n'y a pas de point, non. Daniel Richard avocat, D'accord. @gmail.com. D'accord. Voilà, ok. et j'ai un blog qu'on peut consulter en tapant Daniel Richard sur Google ou autre Non, moteur vous de avez recherche. donnez l'adresse de votre blog, C'est Daniel Richard overblog.com. D'accord, Daniel Richard, avocat, sur Internet. overblog.com. On D'accord. va faire une ok. petite respiration musicale. On se retrouve d'ici quelques instants. Le temps pour moi en même temps de pouvoir m'occuper de la vidéo. D'accord. A tout de suite, HK et les Saltimbanques, enfants d'une époque.